Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle webconférence Idéalco organisée avec France Mobilité. Je suis Amandine Raffat, responsable de la communauté mobilité et je serai l'animatrice aujourd'hui. Donc, pour cette webconférence, nous allons parler mobilité et pour une fois, nous allons essayer d'inverser la logique principale qui, au lieu de réfléchir à de nouvelles offres de mobilité, nous allons voir quelles sont les possibilités pour recréer des proximités et donc réduire les besoins en déplacement. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Fouillé, sociologue et urbaniste, qui nous présentera le projet du laboratoire des proximités. Madame Rieg, sociologue, qui nous expliquera en quoi cette démarche lui semble pertinente et reviendra sur quelques notions relatives au changement de comportement. Et enfin, Madame Wegner, CEO de 1 km à pied, nous donnera des exemples de démarches et d'outils de démobilité. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle que la session est enregistrée. Elle sera diffusée sur Idéalco et sur France Mobilité. Vous pouvez également interagir avec nos intervenants via le module de questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Et si vous êtes sur Vimeo, vous le trouvez sur la gauche. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions à nos intervenants qui parlent seuls à un ordinateur. Donc, c'est toujours intéressant quand ils voient qu'il y a des réactions. Et puis, profitez qu'ils soient en direct pour éclaircir vos problématiques. Donc, sans plus attendre, Laurent, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc Laurent Fouillet, sociologue, urbaniste et passionné de la question de la démobilité et de la proximité. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le laboratoire des proximités. Et donc je remplace Ludovic Bu qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais qui s'en excuse et qui a préparé le diaporama que je vais partager avec vous. Donc voilà, c'est parti. Alors, l'idée du laboratoire des proximités, c'est tout simple. C'est comme l'a dit Amandine Raffard, l'idée d'inverser un peu la logique et de se dire que plutôt que donner les moyens aux personnes de se déplacer plus loin et plus vite, on va au contraire chercher à rapprocher les activités pour réduire les trajets, intensifier... euh, pardon, en fait, j'ai une petite boîte de dialogue qui me cache le texte. Intensifier les sociabilités et donc, je vais vous présenter comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, un peu de contexte. Si on redonnait vie à nos villages désertifiés, et si on recréait du lien social dans notre société atomisée, et si on luttait vraiment contre le dérèglement climatique. Euh, donc là, l'idée, c'est quand même de rappeler que les objectifs que nous poursuivons collectivement, de diviser par 3 à 5 nos émissions pour limiter le réchauffement global à 2 degrés, on en est loin. Euh, et surtout, ces objectifs visaient donc une limitation de l'augmentation de la température. Et au-delà de 2 degrés de réchauffement, on n'est plus certain d'être capable de maîtriser le changement climatique lié aux activités humaines. Donc la situation est quand même assez simple. Nous avons une empreinte carbone, donc c'est ce qui est en bleu plus orange, qui est bien supérieure à ce que nous devrions émettre, eu égard à nos objectifs climatiques présentés précédemment. Donc on voit bien que l'écart est compliqué à réduire. Et en plus, donc là c'est juste une image statique, mais si on regarde les choses de manière dynamique, on se rend compte que la dynamique est plutôt défavorable, puisque l'empreinte carbone est supérieure de 7% à ce qu'elle était en 95. Donc, on ne réduit pas assez, deux, on ne réduit pas globalement. Euh, et le deuxième poste de ces émissions concerne les ménages et leur transport. Si on rajoute à cela la part de l'industrie automobile dans les émissions de l'industrie, ce n'est pas neutre. Et en plus de cela, l'empreinte liée au transport continue à augmenter. Donc, le problème est réfléchi depuis très longtemps. On réfléchit donc à un report modal vers des modes moins émissifs. À un moment donné, la question se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas moins se déplacer? Donc toujours, si on regarde la dynamique, depuis 1960, le parc automobile a explosé. Il est passé de 6 millions de véhicules particuliers à 37 millions.
encore plus depuis, puisque là, c'est un chiffre de 2010. Donc, on a multiplié par 7 le nombre de voitures. Et pendant ce temps-là, la population, elle, n'augmentait pas autant. Donc, le nombre de voitures par habitant a très largement augmenté. Et donc là, on parle que du parc automobile, mais derrière ça, il faut aussi voir, ce sera évoqué plus tard, la question des trajets que chacun réalise avec ses voitures et donc des distances de plus en plus longues parcourues par les Français chaque jour. Donc ça, c'est un peu l'image de contexte, on est mal parti. Mais les choses changent, c'est là la bonne nouvelle. Alors de manière un peu provocatrice, on va dire, on est parti de ce sujet des gilets jaunes. Quand on voit cette image, on voit bien l'idée derrière de la proximité, de la convivialité, on va dire, retrouvée dans des territoires souvent qualifiés de périurbains, donc dans lesquels il n'y aurait pas d'animation. Si je résume les choses de manière assez caricaturale, là, on a l'air d'être dans une zone d'activité, donc ce n'est pas forcément un lieu de convivialité. Et pourtant, bah, il suffit de mettre un barbecue, de griller des saucisses, et ça devient d'un coup beaucoup plus sympathique. Bon, derrière l'image et l'anecdote, il y a des vrais messages. Donc, les prises de conscience liées au mouvement des Gilets jaunes, c'est la question de la dépendance au transport motorisé, à la fluctuation des prix de l'essence, qui ont une incidence pour ceux qui dépendent de leur véhicule. La question aussi de l'isolement social, de territoires dans lesquels finalement on parle de villes dortoirs, mais si on habite une commune dans laquelle on ne fait rien d'autre que rentrer le soir chez soi, eh ben, on ne croise pas ses voisins. Et donc on peut se retrouver seul dans ces communes où il ne se passe pas grand-chose en journée. Et puis derrière ça, bah, ce qu'on voit, c'est qu'on a un problème de desserte. Donc on peut parler de désert médical, mais finalement, si on regardait d'autres services, on se rendrait compte que bah, on manque aussi de services fondamentaux, de lieux de convivialité pour se rencontrer. Et puis aussi, tout simplement, la difficulté en France de travailler à proximité de chez soi. Donc, on a beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'ils sont obligés d'aller travailler très loin de chez eux parce qu'il n'y a pas de travail dans leur commune. Alors, à cela, deuxième événement, là, on est sur la crise du Covid, donc je ne vais pas vous refaire la chose dans le détail, mais la photo l'illustre. Et puis là encore, bah, une situation qui apporte des nouveaux éclairages, donc de nouveaux témoignages, à savoir que quand on est en ville et qu'on se retrouve confiné dans son appartement, bah, on a un besoin de nature, que habiter un 20 mètres carrés, ça trouve vite ses limites, que croiser personne pendant des mois, c'est compliqué pour tout le monde. Et puis derrière, bah, des gens qui ont envie de se déplacer en vélo, qui ont envie de télétravailler, qui ont des difficultés à revenir dans les transports en commun, pour le dire gentiment. Et donc là, on voit que le sujet est posé différemment, mais il pointe vers le même type de réponse finalement que ce qu'on pouvait voir avec les gilets jaunes, mais peut-être ce coup-là du côté plus urbain. Et on se dit qu'il bah, y a beaucoup d'urbains qui voudraient rejoindre le périurbain. Et donc, finalement, les territoires qu'on disait abandonnés quand on était sur le sujet des Gilets jaunes. Donc, finalement, là-dedans, on se dit les villes moyennes et les petites villes ont une carte à jouer. Et donc, c'est là que si on croise tous ces sujets et on les regarde dans l'ensemble et qu'on pense une stratégie un peu globale pour les traiter tous ensemble, et ben, le sujet, c'est peut-être un laboratoire des proximités. Donc, pour expérimenter une réponse systémique en partant d'un territoire et en voyant comment on peut recréer de la proximité sur ce territoire. Donc, l'idée, c'est de partir de tout un tas d'initiatives et de services. Donc là, il y a beaucoup de logos dans cette diapositive. Toutes ces démarches partagent finalement cette idée de ramener un service dans un territoire qui en serait dépourvu. Donc, 1 kilomètre à pied, on va en reparler tout à l'heure.
On pourrait parler aussi de 1000 cafés, par exemple, l'initiative consistant à rouvrir des cafés dans des territoires un peu ruraux où il n'y a plus l'emblématique PMU, qui est pourtant le café, le centre de la convivialité dans notre pays. Donc l'idée de ce laboratoire des proximités, c'est de se dire qu'il y a tout un tas d'initiatives qui existent, mais que les territoires n'ont pas forcément le temps ni les moyens d'aller voir un à un chacun de ces interlocuteurs, et ces initiatives n'ont pas forcément non plus les moyens d'aller voir un à un tous les territoires. Donc le laboratoire des proximités pourrait faire le lien entre, d'un côté, des territoires d'expérimentation qui ne savent pas quels sont leurs besoins, des fournisseurs de services qui ne savent pas qui sont ces territoires. Les bénéficiaires des services, c'est les habitants. Et puis derrière, donc, il y a la question de financer ces services. Donc là, on peut être du côté de la collectivité, également des subventions classiques, hein, régions, ministères, etc. Et un comité scientifique dont parlera tout à l'heure Julie, et dont je ferai partie également. Donc l'idée, c'est de tester ces services sur un territoire, avec des territoires candidats, et donc de partir d'un diagnostic individualisé pour aller voir finalement c'est quoi les services prioritaires, s'il n'y en avait qu'un ou deux qu'il fallait vraiment insérer au territoire pour relancer une dynamique de proximité, vraiment partir de cela, les remettre en place, expérimenter, évaluer, voir les effets que ça produit. Et nous, on a une conviction, c'est que si on veut vraiment réduire les émissions et si on veut traiter les émissions liées au transport, la manière la plus simple de le faire, c'est de rapprocher l'activité des personnes, donc soit avec des personnes qui rapatrient leur activité à domicile, donc là c'est le télétravail, mais c'est aussi des gens qui changent d'emploi et qui se mettent à travailler chez eux. Des artisans, il y a beaucoup de choses qui se font dans les transitions. Et puis, c'est aussi amener des services parce que finalement, quand vous habitez dans une commune et que ça peut être un seul service qui vous fait défaut, mais qui est un service du quotidien dont vous avez besoin tous les jours, ça peut justifier des navettes quotidiennes vers une autre commune ou une agglomération qui se situerait un peu plus loin. Et donc, l'idée, c'est de se dire, si tous les jours vous vous déplacez pour ce service-là, en le rapatriant à domicile dans votre commune, vous allez pouvoir vous déplacer à pied ou à vélo et donc faire sauter ce verrou. Donc, je ne commente pas vraiment la diapo, là, j'ai un peu dérivé. Donc, cette diapositive explique le dispositif qui est physital, donc une partie digitale web qui permet finalement de poser le diagnostic déjà, puis ensuite d'amener les services et donc d'échanger avec les utilisateurs des services. Et d'un autre côté, une intervention vraiment en physique, parce qu'on est convaincu que si on veut faire de la proximité, ce n'est pas avec des écrans qu'on le fera. Et donc, un ambassadeur qui serait sur le territoire et qui anime le dispositif et son déploiement, parce que l'idée, c'est bien de partir du territoire, de ses habitants, de leurs besoins. Et donc, c'est avec eux qu'il faut construire ça. Donc, aller les voir, leur demander quels sont leurs besoins pour pouvoir faire remonter les besoins prioritaires, les services les plus cruciaux, ceux qui manquent le plus dans le territoire. Et puis ensuite, cette animation va permettre de pouvoir suivre le déploiement et donc par la suite d'évaluer ses effets. Donc l'idée, c'est une place de marché pour faciliter les usages des services. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a d'un côté tout un tas de territoires, de l'autre, on a tout un tas de services. Et donc, l'idée, c'est bien de les faire rentrer en relation pour faciliter le déploiement. Donc là, vous avez une diapositive que je trouve très bien faite parce que toutes les petites flèches permettent de comprendre le fonctionnement. Donc l'idée, c'est d'avoir cette plateforme qui, d'un côté, a besoin d'être financée au départ. Et une fois qu'elle est financée, elle va permettre de déployer des services. Ces services dont vont bénéficier habitants, entreprises, usagers. Les fournisseurs de services qui déploieraient leurs services via cette plateforme sur le territoire d'expérimentation, on peut imaginer qu'elles apportent une contribution modique,
mais qu'elles participent tout de même et que ça favorise de territoire en territoire. L'idée, c'est pas de le faire une fois sur un territoire, hein, c'est d'avoir plusieurs territoires qui expérimentent différentes choses et donc de capitaliser à la fois par la plateforme, qui, une fois qu'elle existe, peut facilement être dupliquée sur des nouveaux territoires. Et puis enfin, donc, on a les territoires d'expérimentation. Et là, l'idée, c'est quand même de dire que on s'inscrit vraiment dans une stratégie globale pour le territoire. En fait, on est sur des territoires qui s'engagent dans la transition et qui veulent mettre en place un développement endogène centré sur eux-mêmes, sur leur proximité, et donc qui subventionnent ce service pour pouvoir engager une dynamique et vraiment un cercle virtueux. L'idée étant quelque part de se dire, on a des habitants des grandes villes qui ont envie de partir, on a des territoires dans lesquels on a de la vacance de logement, de la vacance commerciale, et donc l'idée c'est de tout mettre en œuvre pour finalement qu'un territoire reparte et que ces services soient aussi des arguments pour faire venir des nouveaux habitants, parce que voilà, quand un urbain quitte la ville et qui vient dans un territoire rural, il a envie d'amener avec lui une certaine sociabilité. Et donc, enfin, l'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve. Je pense que vous l'aurez compris. Et puis enfin, le comité scientifique, donc lui, il est là à la fois pour pouvoir avoir un terrain pour observer qu'est-ce qui se passe. Et de l'autre côté, il participe de la démarche en donnant du temps et en évaluant finalement ces démarches. Donc l'équipe, ça va être assez rapide, hein. Donc il y a Ludovic qui est le porteur du projet, qui aurait dû vous le présenter aujourd'hui, mais qui ne pouvait pas. Donc le voici, 49 ans, spécialiste des questions de mobilité et de mode de vie, et qui a fondé quelques entreprises dans le domaine de la mobilité inclusive notamment. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Et qui est également impliqué donc dans différentes démarches, le forum des vies mobiles notamment, et qui est conseiller municipal délégué à l'innovation au Mans. Et donc moi, je me suis présenté brièvement, Laurent Fouillet, et donc je suis associé à ce projet, donc j'ai 10 ans de moins. Je suis également spécialiste des questions de mobilité et de mode de vie, et je suis sociologue, et j'ai travaillé dans différents territoires plutôt urbains, à Rennes, à Nantes, à Orléans, et j'ai beaucoup travaillé sur cette question de proximité et comment on fait pour que les gens prennent moins leur voiture. C'était le sujet de ma thèse. Euh, je poursuis. Donc l'idée derrière, c'est de un peu vous expliquer comment on imagine l'intervention, sachant que le calendrier là est complètement fictif, hein. C'est comment dire, si on n'a pas le territoire sur lequel on intervient, c'est un peu difficile de dire en combien de temps on va intervenir. Selon que le territoire soit grand, petit, le diagnostic ne prendrait sûrement pas le même temps. Mais l'idée, ce serait donc de partir sur 6 mois de réflexion sur les besoins du territoire. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce que sont les services les plus importants à mettre en place, eh ben, on les met en place. Et donc ça, on peut imaginer que ça nous prenne encore 6 mois. Et donc nous, on est sur une intervention qu'on imagine sur 3 ans. Tout simplement parce que donc là, on a déjà une phase d'1 an entre réflexion et vraiment déploiement. Et donc les années 2 et 3 sont celles où les services vont monter en puissance. Et donc, pour nous, il faut bien 3 années avant de pouvoir se dire qu'on va pouvoir commencer à évaluer la démarche et de se dire qu'elle a vraiment produit des effets qui se sont stabilisés un peu dans les pratiques des habitants. D'où le déroulé qui vous est proposé là sur 3 ans. Et donc, vous, dans tout cela, eh ben, l'idée, c'est que ça ne peut pas se faire sans les fameux territoires d'expérimentation. Donc, nous sommes à la recherche de territoires, villes moyennes, villes petites, territoires ruraux, et qui souhaitent s'engager vraiment dans une transition qui est prête à explorer des sentiers et sortir des sentiers battus, et donc d'expérimenter tout cela. Donc, si vous voulez en savoir plus
vous allez pouvoir regarder la petite vidéo qui a été faite par Ludovic, portée par l'association Moins Vite. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais Ludovic est président de l'association Moins Vite. Et donc, le laboratoire des proximités est une émanation de cette association. Vraiment un projet porté par lui. Donc, il y a un mini-site que vous pouvez consulter et donc, on est à la recherche de partenaires pour vraiment concrétiser ce projet avec vous dans vos territoires. Merci beaucoup pour votre présentation du laboratoire des proximités. Alors, on a deux questions. Une de Antonia Ruffin. Je pense que vous y avez répondu. Pourriez-vous préciser le type de territoire ciblé dans le cadre de ce dispositif? Donc oui, je l'ai déjà dit, mais je peux le redire, on est plutôt sur des territoires petits, moyens. L'idée, c'est quelque part, il y a la ville du quart d'heure qui a vraiment percé ces derniers temps. Et nous, notre conviction, c'est qu'on ne va pas faire le changement en ayant des centralités métropolitaines où il y aurait tous les services et où les gens sont heureux de se déplacer à vélo. Nous, notre conviction, c'est que la proximité, elle existe dans les territoires ruraux parce que finalement, la ville du quart d'heure, c'est quoi? C'est de recréer des villages dans les grandes villes. Mais dans les villages, on peut faire du village. Et dans les villes moyennes, petites, si on regarde les dimensions du territoire, ben c'est sûrement là que c'est plus facile de se déplacer à pied ou à vélo. Le seul problème, c'est que souvent dans ces territoires, l'activité n'est pas sur place, donc les gens doivent aller très loin pour trouver de l'activité. Et donc nous, notre idée, c'est de dire, faisons revenir l'activité dans ces territoires qui en manquent. Et là, on pourra faire de la proximité. Merci. On a Monsieur Sia qui nous demande également qu'entendez-vous par petits moyens, communes en zone peu dense ou très peu dense? Moi, j'ai toujours du mal avec les effets de seuil. Je trouve ça mortel. Pour moi, il n'y a pas de chiffre parce qu'il y a à la fois donc des caractéristiques qu'on va dire démographiques, des caractéristiques géographiques. Mais finalement, pour moi, l'essentiel, c'est surtout d'avoir un territoire où on a des acteurs motivés qui veulent initier cette dynamique. Et finalement, après, le territoire, il est comme il est et on fera avec le territoire tel qu'il est. Donc aujourd'hui, je dois préciser, il y a deux territoires qui ont été approchés. Il y a les monts des Avaloirs, qui est quelque chose un territoire très rural, une communauté de communes, en Mayenne, il me semble. Et sinon, l'autre territoire, c'est Vitré agglomération, si je ne m'abuse. Et là, on est sur, voilà, c'est pas du tout la même caractéristique de territoire. Et je pense qu'il ne faut pas du tout s'arrêter à ces caractéristiques a priori, mais plutôt imaginer qu'est-ce qu'on veut faire sur ce territoire. Merci. On a Monsieur Sia qui avait également une autre question. On pourra peut-être la reprendre aussi après avec tous les intervenants. Comment appréciez-vous les possibilités nouvelles offertes par la loi LOM, loi d'orientation des mobilités, en termes de mobilité en zone rurale? Ben, pour nous, clairement, dans le sujet, il y a bien ça. L'idée étant de faire un plan de mobilité allégé, on va dire. Donc ça, c'est une dimension. Il y a l'autre dimension qui est la prise de compétences mobilité par des communautés de communes dans lesquelles l'idée n'est pas de produire un service de transport en commun qui ne serait pas adapté. Donc, pour nous, on est vraiment sur des territoires qui veulent prendre à bras-le-corps la question de la mobilité, mais en la traitant avec les outils qui sont sûrement les meilleurs sur leur territoire, à savoir la proximité et non pas l'offre de services supplémentaires. Merci De transport. beaucoup. Pardon. Alors, on a Madame Ernest, j'espère que ça se prononce comme ça, qui nous précise que personnellement, elle aimerait bien travailler à 15 minutes. Elle habite dans une petite ville et travaille dans une métropole. Euh, et j'en profite pour prendre une dernière question de Monsieur Consiglio. Quel regard portez-vous sur les territoires périurbains, les deuxièmes couronnes, où il y a un semblant d'activité dense, mais finalement peu diversifiée et surtout portée sur les grandes zones thématiques peu urbaines? Il faut voir les territoires un à un, mais effectivement, pour moi, la solution qu'on propose, elle peut se situer dans des petits territoires
qui fonctionne un peu de manière autonome, on va dire une petite aire urbaine au sens de l'INSEE. Mais on peut également être dans des territoires qui sont trop périphériques pour être vraiment connectés de manière performante avec des transports en commun, etc., qui sont un peu trop loin pour se dire qu'on va mettre tout le monde sur des vélos ou à pied, mais qui en même temps ont déjà des atouts. Donc, il faut capitaliser sur ces atouts-là et ramener des services supplémentaires pour permettre à une part croissante de la population de vivre sa journée dans sa commune ou enfin, je ne suis pas pour qu'on enferme les gens dans leur commune, hein, loin de là l'idée, mais de retrouver un bassin de vie plus petit, plus convivial. Et donc, bah oui, pour certains territoires, on va avoir une zone industrielle qui apporte des emplois. Finalement, ce qui va manquer, c'est peut-être juste un lieu de sociabilité. C'est peut-être un bar, c'est peut-être un café, je ne sais pas. Donc, vraiment, pour chaque territoire, l'idée est vraiment bien de partir de ces caractéristiques pour trouver qu'est-ce qui fait défaut, pour engager une dynamique dans laquelle on commence à recréer de la proximité. Merci beaucoup. On a fait le tour des questions pour le moment. Madame Rick, je vous laisse la parole pour continuer sur vous. Qu'est-ce qui vous parle dans ce projet et pourquoi vous avez envie de rejoindre le comité scientifique? Très bien, je vais partager mon écran également. Est-ce que vous le voyez bien? Parfaitement bien. Bon, ben, c'est super. Ben, bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire et en fait, ce que je vais vous inviter à faire là avec ma présentation, c'est un pas de côté, une prise de hauteur par rapport à la question des proximités qui finalement s'inscrit dans ce que moi j'appelle un changement de mode de vie qu'on est en train tous de vivre. En tout cas, on est tous impliqués d'une manière ou d'une autre, quel que soit son statut, c'est-à-dire aussi bien en tant qu'habitant, citoyen, que collectivité territoriale, locale jusqu'aux plus grandes, que les institutions, que les entreprises, etc. Donc, je vais prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Et effectivement, à ma suite, Laure Wagner, elle ira présenter un projet plus particulier qui est inclus, qui fait partie de la manne des projets proposés par le laboratoire des proximités. Donc moi, effectivement, je suis sociologue de formation, mais j'ai aussi une particularité, c'est que je travaille beaucoup sur le futur, c'est-à-dire que j'ai été formée à la prospective et que j'accompagne les collectivités territoriales et les entreprises à penser des futurs souhaitables pour eux dans un champ de contraintes. Et pour moi, cette histoire des proximités, elle s'inscrit complètement dans cette dynamique. Alors, pardon, je ne suis pas sur le bon. Alors justement, pour prendre un peu de recul, déjà, j'avais envie de revenir sur un terme voilà, qui a été proposé par un climatologue, météorologue, hein, qui s'appelle Paul-Joseph Crutzen, et aussi par un biologiste qui s'appelle Eugène Sturmer, mais qui recontextualise un peu ce qu'on est en train de vivre tous ensemble par rapport à l'histoire de la Terre et de la planète dans son ensemble, à savoir ce terme d'anthropocène qui rend compte d'une nouvelle époque géologique hein, qui fait suite à l'Holocène et qui finalement est toute petite parce qu'on serait entré dans l'anthropocène depuis la fin du XVIIIe siècle. Et finalement, pourquoi ce terme qui peut être critiqué parce qu'il y a une forme d'anthropocentrisme, hein, d'égocentrisme, hein, c'est une critique qu'on entend souvent, mais finalement ce terme il raconte quelque chose d'important, il raconte notre rapport au monde et notre impact en tant qu'humain sur le monde qui a par ailleurs été validé, confirmé scientifiquement par le dernier rapport du GIEC, hein. Donc ce groupement voilà, d'experts internationaux justement sur les changements climatiques. Et donc ça c'est vraiment important parce que quand on travaille sur transformer des territoires, transformer leur logique, recréer des proximités, on est aussi en train de travailler quelque part sur l'évolution de notre rapport au monde. Et dans l'Anthropocène, le rapport au monde qu'on a, il est dit extractiviste, c'est-à-dire qu'on consomme la nature hein, depuis un certain temps. Et là, l'enjeu, il est de sortir de cette logique extractiviste. Alors, du coup, on est dans une logique et un rapport dit utilitariste à la nature, hein, c'est-à-dire que on est passé d'un monde où on était dans une logique plus intégrative, c'est-à-dire on était
partie prenante de cette nature, nous faisions un avec elle, on était en symbiose, si on peut dire, à une logique plus utilitariste. Et donc, ça veut dire qu'on voit les éléments naturels comme utiles et utilisables pour notre vie et notre développement. Donc ça, c'est un élément important. Ce sont toutes les ressources minérales, énergétiques, végétales, animales, dans lesquelles on puise pour notre confort en tant qu'humains et pour les humains aux quatre coins de la planète. Et du coup, on est vraiment dans cette logique-là, y compris quand on pense tourisme. Là, vous avez une image à droite où on voit bien ce rapport à la nature. On va aller sur un lieu, on va se prendre en photo et on va faire un Instagram. Voilà, les fameux selfies Instagram dont on entend parler beaucoup. Voilà, ça raconte ce rapport-là, ça raconte ce monde dans lequel on vit. Mais bien évidemment, ça crée des limites. Toute cette logique utilitariste, elle crée des limites, elle a créé des limites du système dans lequel on vit. Et c'est à ça qu'on fait face aujourd'hui. Par exemple, tout ce qui concerne l'artificialisation des sols. Donc, le chiffre est un peu vieux, mais pour l'instant, on n'en est pas encore sorti de cette dynamique. Chaque jour en France, ce sont 160 hectares de terres et de bois qui disparaissent. Donc, bien sûr, quand on pense aux zones, au zéro artificialisation nette qui peut arriver et qui devrait arriver, nous sommes un certain nombre à l'espérer dans les années qui viennent, voilà, ça va changer la donne. Mais pour l'instant, on en est là. Le nombre des exploitations agricoles a été divisé par 4, leur taille moyenne a été multipliée par 4. Voilà, on voit qu'il y a un certain nombre de sujets comme ça auxquels font face aujourd'hui les territoires, y compris les territoires ruraux. Les cours d'eau, l'atmosphère, les terres polluées, le changement climatique, le déclin des espèces animales et végétales. Et tout ça, tous ces enjeux-là auxquels un territoire doit faire face, à ça s'ajoutent des inégalités sociales. Donc, on a entendu parler des gilets jaunes tout à l'heure, qui font partie de ces éléments et qui continuent d'augmenter, en disant le nombre de personnes en situation de précarité a augmenté de 1 million en France, ce n'est pas négligeable. Et puis également toutes les inégalités territoriales qui sont générées aussi, entre autres, par un déséquilibre des ressources qui sont allouées entre les collectivités. Et donc, là aussi, on a un fossé qui peut se creuser entre les territoires. Et là, c'est un enjeu qui est très, très important pour des territoires peu denses. Donc, ça s'inscrit dans tout le contexte de la métropolisation. Et du coup, les territoires qui sont moins denses, qui ont moins d'aménités urbaines, de services publics disponibles, ils doivent faire à tous ces défis-là. Le déséquilibre des ressources économiques face au milieu urbain dense, la fermeture des services publics, le dépeuplement des campagnes, même si maintenant on voit qu'il y a un mouvement effectivement d'urbains qui y reviennent, l'achat de terres par des pays étrangers, l'usage intensif de pesticides, la pollution des eaux, les émissions de gaz à effet de serre, le déclin de la biodiversité, les difficultés de mobilité de certains publics. Et tout ça, ça fait partie finalement du contexte dans lequel s'inscrit ce projet. Et c'est vraiment important d'avoir cette vision du monde pour bien penser ce qui va être mis en place. Et sur les mobilités aussi, parce que la distance, elle augmente, entre notamment le domicile et le travail, ça continue d'augmenter, la durée aussi. Alors bien évidemment, il y a une variabilité d'un territoire à l'autre, mais en moyenne, on est toujours dans cette croissance. On n'a pas encore changé cette croissance-là. Il y a vraiment quelque chose à travailler, à réussir à enclencher finalement ce changement de mode de vie, et c'est la conséquence de l'aménagement des territoires, de la logique d'aménagement des territoires, de l'étalement urbain, de la logique de monofonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va avoir des zones qui sont plus dites résidentielles, des zones qui sont dites industrielles ou économiques, etc. Et donc, on a toujours cette logique-là, on a toujours la voiture qui est globalement reine, et notamment dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants. Donc, on a besoin de proposer des solutions qui sont adaptées et qui sont adaptées à tout type de public. Quand on s'inscrit dans une logique de type laboratoire des proximités, il y a vraiment quelque chose qui est important, c'est qu'on a besoin effectivement de voir quelles sont les offres qui sont manquantes, mais on a aussi, pour identifier quelles sont les offres qui sont manquantes, besoin d'avoir une meilleure compréhension à l'échelle de chaque territoire des habitants, de leurs besoins. Et il y a quand même des éléments qui sont très importants. Par exemple, on sait que 20% des Français en âge de travailler doivent faire face à des difficultés de déplacement dans leur quotidien. C'est d'autant plus exacerbé dans les territoires peu denses. Voilà, c'est un élément important. Il y a un enjeu d'inclusivité ici. Comment le laboratoire des proximités, justement, peut s'inscrire dans cette dynamique-là et apporter aller vers, finalement, être dans une logique d'aller vers. On va apporter des services publics et des aménités urbaines à ces personnes, ce qui du coup va diminuer leur difficulté
eux, se rendre vers ces services, et donc à leur difficulté de mobilité. On sait aussi que ce sont 52% des adultes de plus de 25 ans qui travaillent, ça veut dire qu'il y en a quand même 48% qui ne travaillent pas. Eux n'ont pas forcément les mêmes rythmes et les mêmes besoins au quotidien. Élément hyper important également de compréhension si on pense à un laboratoire des proximités. Et puis, mieux aussi comprendre les motifs de déplacement. Tout à l'heure, Laurent Fouillé vous parlait justement de cette finalement dynamique et de l'ensemble des motifs de déplacement qu'on va avoir sur une même journée. Et si un seul de ces motifs suppose qu'on sorte de notre territoire, et bien finalement, ça peut engendrer une sortie qui va inclure d'autres motifs. Mais en tout cas, on va sortir du territoire et on va peut-être du coup même utiliser des services ou des aménités qu'on pourrait utiliser sur notre territoire, mais on va aussi le faire ailleurs parce que de toute façon, on a dû s'y déplacer pour un motif. Et donc là aussi, c'est vraiment important de comprendre quels sont ces motifs. Et voilà, par exemple, quand Keolis fait des études plus précises sur les territoires, ils se rendent compte que plus de 30% des personnes ont effectué une démarche médicale, par exemple, la semaine précédente, ont rendu service à un proche en utilisant leur voiture, ou plus de 50% sont sortis juste pour changer d'air, mais sans motif précis, c'est-à-dire plus pour déambuler, pour souffler, pour respirer, quoi, hein, ce temps de respiration dont on a tous besoin, surtout dans nos sociétés qui s'accélèrent. Donc tout ça, ce sont des éléments de compréhension qu'on va avoir besoin de pousser dans le cadre d'un laboratoire des proximités, et ça fait partie des choses qui seront faites. Donc on a également quelque chose qui est vraiment important, c'est que on pourrait croire qu'effectivement, on est plutôt dans une logique de réduction de la voiture, mais en fait, quand on interroge les gens, on voit bien que, là, je suis avant la crise sanitaire, parce qu'effectivement, la crise sanitaire, c'est un contexte particulier, mais 25% des personnes interrogées déclaraient en 2017 avoir accru l'usage de leur véhicule personnel au cours des dernières années. Bien sûr, 14% déclaraient qu'ils l'avaient réduit, mais on a quand même 25%, c'est-à-dire un quart de la population qui disait qu'ils l'avaient augmenter. Et du coup, on peut se dire, mais il y a une forme de paradoxe, parce qu'en même temps, les offres alternatives à la mobilité, elles explosent, elles se développent un peu partout en France. Alors, comment on explique ça? Eh bien, comment on explique ça? Très simplement parce que finalement, au-delà du développement d'infrastructures et de services, il faut travailler à la mise en place de nouvelles normes sociales. Un changement, ça va au-delà de la création d'offres et de services. Et ça, c'est également un élément qu'il faudra prendre en compte dans le laboratoire des proximités. Il y a la création d'offres et de services, mais qu'est-ce qu'il faut également conjuguer pour que le changement se fasse et que l'usage se réalise derrière? Alors, bien évidemment, dans tout ce contexte, on a quand même des individus qui sont conscients. Hein. On a beaucoup de médias aujourd'hui, beaucoup d'informations qui circulent. On peut aussi parler des fake news, bien évidemment, ça fait partie aussi du contexte. Mais néanmoins, les inégalités sociales, le changement climatique, les impacts de la mondialisation, le fait que les offres se multiplient, globalement, il y a quand même une connaissance qui augmente de la part des individus. Voilà, s'ils ne bougent pas, s'ils ne changent pas, s'ils ne se mettent pas à utiliser des nouvelles offres de mobilité, ou s'ils ne se mettent pas à utiliser une offre de proximité qui est proposée sur leur territoire, ce n'est pas forcément que par manque de connaissances, quoi. Il y a quand même un sujet qui monte, il y a quand même une prise de conscience globale qui se passe, ce qui se constate dans les études, mais on est encore dans un monde où on a des injonctions paradoxales. Qu'est-ce que ça veut dire, une injonction paradoxale? C'est qu'on a des grosses normes dominantes, finalement, qui pèsent au-dessus de nous et qui peuvent être contradictoires. Comme par exemple, la norme qu'elle a depuis longtemps de la voiture, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Si tu as une voiture, c'est que tu as bien réussi dans la vie. Et du coup, c'est lié au fait aussi d'avoir une vie de famille épanouie, un travail épanoui, etc. Donc, toute cette dynamique autour de tous ces imaginaires autour de la voiture. Et puis, cette nouvelle norme montante qui arrive autour, par exemple, du vélo, d'aller à pied ou à vélo au boulot, etc. Et donc, il y a un certain nombre de normes comme ça qui s'entrechoquent. Et ce n'est pas que les individus ils ne veulent pas agir, c'est qu'ils sont dans ce monde-là, dans ces systèmes de valeurs-là, qui s'entrechoquent et donc ils font comme ils peuvent. Et ça, c'est vraiment un élément important, je pense, dans le changement des pratiques de mobilité et d'utilisation de services publics et d'aménités urbaines sur un territoire. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a de vraies actions qui sont mises en œuvre par les individus. Il y a quelque chose qui est en train de monter. C'est vrai qu'en sociologie, on fait vraiment la différence entre ce qu'on appelle les attitudes, c'est-à-dire l'intention qu'on a d'agir, nos opinions, et puis le comportement, c'est-à-dire nos pratiques réelles, qu'est-ce que l'on fait réellement. Et donc, il commence à y avoir un certain nombre d'études qui étudient ça.
Et en fait, selon ces études, nous sommes entre 12 et 25% à agir concrètement en faveur de l'environnement et de l'entraide sociale aujourd'hui en France. Ce n'est pas négligeable quand même. On voit qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui y travaillent. Donc les 12%, c'est vraiment une étude de l'ADEME qui montre qu'ils luttent contre les déchets. Ces Français-là, ils font de l'éco-conception, de la récup, ils réparent les objets, ils achètent, ils vendent d'occasion, ils utilisent des plateformes d'échange en particulier. Enfin voilà, on est vraiment dans ces pratiques-là très, très concrètement. Les créatifs culturels, c'est autre chose. C'est comme une nouvelle classe sociale qui est étudiée par les sociologues depuis quelques décennies maintenant. Ça a commencé aux États-Unis, mais ces études-là sont arrivées en France. C'est des personnes, en fait, qui créent un nouveau système culturel. C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle classe sociale, avec de nouvelles valeurs et de nouvelles façons de faire. Et dedans, vous retrouvez l'écologie, l'entraide sociale, le développement personnel, l'ouverture aux valeurs féminines. Tout ça, ce sont des valeurs très fortes portées par cette part de la population. Et ils sont estimés aujourd'hui à 25% en France, les créatifs culturels, qui partagent ces valeurs et qui agissent autant que possible en fonction de ces valeurs. Ça veut dire que quand on est dans des dynamiques un peu prospectives, on se dit comment ça peut évoluer par le passé, dans le futur plutôt, comment ça a évolué par le passé et comment ça pourrait évoluer dans le futur, on voit que les choses peuvent bouger très fortement si on continue cette tendance. En 2007, ils étaient estimés à 17%. En 2019, les études sociologiques les estiment à 25%. Si on envisage un taux de croissance constant, on arriverait à 36% de la population en 2030, taux de croissance double 47%, taux de croissance triple 57%. Donc on voit que les états d'évolution, bien évidemment, on ne peut pas observer le futur, mais on voit quand même qu'il y a une tendance, quelque chose qui monte. Donc le laboratoire des proximités, il s'inscrit aussi là-dedans, dans cette dynamique d'une prise de conscience et de comportement qui évolue dans ces logiques-là. Mais du coup, comment passer à l'échelle ? Ça, c'est vraiment une question importante parce que l'écueil, souvent, c'est de vouloir changer l'individu, de vouloir changer les individus directement. Mais en fait, ce dont on a besoin, c'est de faire évoluer les modes de vie dans leur ensemble. Et pour ça, en fait, une approche systémique est vraiment, vraiment essentielle. Tout ne peut pas reposer sur les épaules des individus. Et quand dans le laboratoire des proximités, on parle justement d'apporter des aménités urbaines, des services publics dans les territoires, de les rapprocher des gens, c'est une partie de la réponse, effectivement, qu'on peut considérer quand on est dans la question du changement. Donc, pour parler de ce changement, j'avais envie de vous parler de la roue du changement comportemental, qui est quand même un outil, certes théorique, mais hyper intéressant pour comprendre ce qui se passe et où se situe un individu au cœur de tout ça. Vous avez 3 roues. La roue grise, qui est plus les types d'actions et de modalités qu'on peut mettre en place. La roue rouge, c'est plutôt des fonctions. Du coup, on propose de la formation, de l'éducation, de la coercition, etc. Donc, sur quelles fonctions on appuie. Et la roue verte, c'est vraiment les sources de comportement qui sont à la croisée de la motivation des individus, donc comment on fait pour créer de la motivation, mais aussi donner les occasions aux individus de changer, et puis faire en sorte qu'ils aient les capacités de changer, que ce soit au niveau physique et psychologique. En fait, ces 3 roues, bien évidemment, là, elles sont superposées, mais elles tournent les unes les autres, donc ça ne veut pas dire, par exemple, que la réglementation ne passe que par les fonctions d'activation ou de coercition, bien évidemment. Les roues, elles tournent. Normalement, ce sont 3 roues avec, vous savez, une épingle au milieu et vous pouvez jouer avec ces 3 roues et les faire tourner. Ça veut dire qu'en fait, si on veut changer les modes de vie, si on veut changer les pratiques, il y a de nombreux facteurs sur lesquels il faut appuyer, qui sont à la fois personnels, social et environnemental. Et ça va avoir un impact sur le comportement. Donc, au niveau personnel et individuel, on va essayer de jouer sur les systèmes de valeurs qui vont permettre de faire évoluer les représentations individuelles et collectives, des croyances, et donc ce qu'on appelle les attitudes et les comportements. Au niveau social, on va être sur les interactions avec d'autres personnes, les amis, la famille, les communautés dans lesquelles on s'inscrit, qui vont amener aussi ce changement. Et au niveau environnemental, on est dans l'espace dans lequel on vit. Donc l'école, le lieu de travail, les commerces, les infrastructures de proximité, et des facteurs plus larges comme l'économie, la technologie, les réglementations. Donc c'est vraiment au cœur de tout ça qu'on s'inscrit. Et le laboratoire des proximités, lui, ce qu'il propose justement, principalement, c'est d'agir sur la brique grise que vous voyez tout en bas, qui est celle de la fourniture de services, par cette plateforme d'intermédiation entre les habitants, les territoires et tous ces fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse et ce pourquoi, notamment, j'ai accepté de participer du comité scientifique du laboratoire des proximités, c'est vraiment de
tirer le fil rouge derrière cette question de proximité mise en place sur les territoires et de se dire finalement, quand on approche les services, justement, donc qu'on donne des occasions et des capacités aux individus de les utiliser, à quel point est-ce que ça fonctionne? Et puis, quelles sont les autres fonctions et les autres choses sur lesquelles on doit appuyer en parallèle pour que le changement se fasse à 100%. Donc ça, c'est vraiment important pour moi et c'est une des choses sur lesquelles j'aimerais travailler. L'autre élément qui m'a vraiment parlé dans cette logique de proximité, et c'est là ma dernière slide, c'est que si on repart sur l'entrée que j'ai faite, ce pas de côté et vraiment cette vision plus globale sur les changements de mode de vie, sur ce que l'on est en train de vivre. En fait, il y a un changement de modèles économiques qui se pose, y compris à l'échelle des territoires. Donc, on peut parler de modèles économiques territoriaux. Et en fait, c'est vraiment notre rapport à la nature qui se pose là. Et donc, ce qui m'intéresse aussi de voir à travers le laboratoire des proximités, c'est comment, en recréant ces proximités dans des territoires moins denses, finalement, on arrive aussi à retravailler ce lien qu'on a avec la nature et à travailler sur la mise en place de nouveaux modèles économiques territoriaux, le Graal étant celui de l'économie régénérative. Alors, vous devez tous bien connaître l'économie circulaire maintenant parce que c'est quelque chose qui est largement discuté dans les territoires et depuis pas mal d'années maintenant. Donc, l'économie circulaire qui vise vraiment à reproduire le cycle de la nature et quand on produit quelque chose, derrière, on ne laisse pas de déchets, c'est réutilisé. On travaille vraiment sur cette échelle-là. L'économie régénérative, elle va plus loin. Elle se dit finalement, on est dans un contexte où on a dépassé des limites, des fameuses limites qui permettent la vie humaine sur Terre, en fait. Et est-ce qu'on peut réussir à créer aujourd'hui des modèles économiques territoriaux qui, eux, vont aller dans la régénération des écosystèmes? Et quand on parle d'écosystèmes sur un territoire, on est à la fois sur les écosystèmes sociaux, c'est-à-dire les humains, avec toute cette question d'inclusivité dont je vous parlais tout à l'heure, de réduction des inégalités sociales, et on est aussi sur la régénération d'écosystèmes dits naturels, et donc comment, en rapportant de la proximité, on peut aussi travailler sur ce lien avec la nature et sur ces nouveaux modèles économiques. Voilà, c'est vraiment ces deux champs de recherche, moi, qui m'intéressent particulièrement sur le volet comité scientifique, qui va se construire, bien évidemment, avec le projet. Donc, pour l'instant, on est un collectif de chercheurs et on va travailler au moment où le projet se lance exactement ce sur quoi qu'est-ce qu'on va apporter, quels sont les axes de recherche qui nous intéressent autour du laboratoire des proximités. Et bien évidemment, on va avoir un gros travail à faire sur les indicateurs d'évaluation. Et c'est pour ça que je vous parle là du volet social, environnemental, écologique et du rapport à la nature, parce que les indicateurs, ils pourront aller jusque-là si on envisage bien cette échelle systémique. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions, on a juste une remarque de M. Sia qui nous dit que 25% des solutions en matière d'environnement viennent des comportements des individus, 75% sont liés aux décisions politiques. Complètement. On a quelque chose, bien sûr, là je parlais des individus, mais on a quelque chose qui se fait de manière collective, on est dans un écosystème comme je l'expliquais, donc bien sûr, je n'ai loin de moi l'idée de dire qu'au niveau des acteurs économiques ou des acteurs territoriaux, rien ne se fait. Ce n'est pas du tout ma pensée, au contraire. On reste dans le systémique. Madame Wagner, je vous laisse la parole et on reviendra pour prendre des questions ensuite. Ok, hop, c'est tout bon, vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Alors, hop, je partage. Alors, vous allez sortir d'ici, vous allez vraiment être expert des chiffres parce que j'ai à nouveau une intro, mais on va rapidement passer au concret des choses que vous allez pouvoir appliquer dans vos entreprises, dans vos collectivités pour donner vie à cette proximité. Donc, voilà, de l'importance de réduire les distances domicile-travail. Donc, moi, mon parcours, ça fait 14 ans que je suis dans la mobilité durable. J'ai commencé ma carrière au ministère de l'écologie sur la Semaine européenne de la mobilité, que vous connaissez peut-être, c'était là en septembre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar. Et à l'époque, quand je l'ai rejoint, j'étais la toute première salariée de covoiturage.fr qu'on a rebaptisé ensuite. Et donc, j'ai été directrice communication pendant 11 ans. Donc, autant vous dire que notre enjeu, c'était de rendre le covoiturage très cool et faire des millions d'adeptes. Et je pense qu'on a plutôt réussi notre coup.
Mais pendant toute cette période, j'étais aussi quand même très attentive à toute l'évolution de la mobilité, bien sûr, et j'ai quand même pris conscience que le covoiturage n'allait pas tout résoudre, et que notamment sur les trajets domicile-travail, ça n'intéressait que les gens qui avaient des trajets particulièrement longs, et que donc on n'allait pas pouvoir décarboner tout grâce au covoiturage. Et donc j'ai créé 1 kilomètre à pied, qui n'est pas une appli de marche, mais qui est une solution RH de data analyse des trajets domicile-travail pour faciliter les plans de mobilité employeurs et d'autres projets de rapprochement de domicile, notamment, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais ce n'est pas l'objet. Donc, pourquoi cette carrière dans les transports? C'est que je voulais avoir de l'impact, et les transports, c'est 30% du CO2 en France. Donc, petit rappel, à gauche, ce sont la répartition des émissions de CO2 en France, et vous voyez que les blocs bleus, là, les transports, c'est 30%. Et quand on regarde le détail à droite, au sein du secteur des transports, ce sont les voitures particulières qui émettent le plus. Et dans les voitures particulières, à votre avis, quel est le trajet qu'on fait le plus souvent et qui structure tous les autres? Eh bien, c'est le trajet domicile-travail. Donc, vraiment, ce n'est pas un sous-sujet, bien au contraire. Donc, voyons cette fameuse équation des trajets domicile-travail. En gros, un trajet, c'est 3 piliers. On doit parcourir une distance à une certaine fréquence et on choisit un mode, le mode le plus adapté pour ce trajet. La distance, elle est de 14,7 en moyenne à l'aller. Vous vous en rendez peut-être pas compte parce que on vit dans cette ère-là de l'hypermobilité, mais dans les années 60, le trajet aller était seulement de 3 km. Et puis, voilà, encore plus loin, évidemment, on n'allait pas aussi loin. Le mode choisi, du coup, pour 74% des actifs français, c'est toujours la voiture. Pourquoi? Parce que cette distance est trop longue pour être marchable ou cyclable. Et la fréquence, on est toujours sur 5 jours par semaine en moyenne. Et là, vous allez me dire, mais non, grâce au Covid, on a quand même bien accéléré le télétravail. Et donc, ah oui, juste avant de parler du télétravail, je vous donne aussi un aperçu en termes de CO2. Vous savez qu'un Français moyen émet 12 tonnes de CO2 par an, les Américains plutôt 14-16, voilà, et les Indiens 2 tonnes. Et pour stabiliser le climat à 1,5 degré avant 2030, et pour aller vers la neutralité 2050, mais c'est bien trop loin 2050, on aura déjà passé les seuils irréversibles bien avant. Donc, le plus vite possible, il faut qu'on soit à 2 tonnes par humain. Et le trajet domicile-travail pèse 1,5 tonne. Donc, juste pour vous dire que cette équation qu'on a vue ici n'est absolument pas tenable dans une trajectoire de stabilisation du climat. Il faut absolument revoir la donne, puisque dans les 2 tonnes, il faut quand même se loger, se nourrir, s'habiller, un petit peu de loisirs, voilà, peut-être moins d'appareils. Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer à quel point vraiment on ne peut pas conserver ces trajets-là, cette équation-là. Donc, revenons à l'équation. On est toujours sur 5 jours par semaine et malgré le Covid, eh bien, on a quand même la structure des emplois en France fait que, vous voyez, à gauche, il n'y a que 26% des actifs français qui ont un métier télétravaillable. Et donc, ce sont ces gens-là qui faisaient quasiment pas de télétravail avant le Covid. Il fallait demander, négocier, est-ce que je peux faire un jour de télétravail parce que j'ai un plombier qui passe, machin. Alors que maintenant, c'est normal, on fait 2-3 jours de télétravail par semaine. Ça a été vraiment top, mais c'est dans cette catégorie-là. Vous avez à l'opposé en rouge 60% d'actifs absolument pas éligibles au télétravail, donc dans l'industrie, transport, l'énergie, le retail, la petite enfance, la vieillesse, les hôpitaux, etc., les EHPAD. Et donc, eux n'en feront absolument jamais. Et puis, entre les deux, vous avez ce 14% d'actifs qui pourraient en faire un petit peu. Je vous donne 2 exemples. C'est un chef de chantier qui, globalement, doit aller de chantier en chantier, mais pourrait faire un petit peu de compta ou de récap chez lui de temps à autre, ou un chirurgien qui, globalement, doit opérer au bloc, mais qui pourrait aussi, tous les 15 jours, faire des dossiers de patients à la maison. Voilà. Mais donc, ça rejoint… donc, ça, c'est une étude qui date d'avant le Covid, mais il se trouve qu'au premier confinement, on disait dans les médias qu'on était 8 millions de Français en télétravail. Donc, 8 millions, c'est le bloc de gauche et un petit peu du bloc du milieu. Voilà. Donc, le boom du télétravail, il faut y aller à fond pour ce bloc-là, effectivement, à gauche, pour éviter les trajets et réduire l'impact carbone des trajets. Bien sûr, allons-y, les gens veulent en faire de plus en plus. 15% d'entre eux désireraient même le poursuivre à plein temps. Et 33% des télétravailleurs pourraient même démissionner si on leur demandait de revenir à plein temps. Attention à ce genre d'article quand vous lisez que 3/4 des Français ne veulent pas revenir au bureau. Gardez bien en mémoire mon schéma, c'est 3/4 des Français qui peuvent faire du télétravail. Donc, en gros, c'est 3/4 d'un quart. Ouais. Maintenant, on va parler du mode de trajet. Pourquoi 74% en voiture? Donc, voici les parts modales des trajets domicile-travail en France sur la base de l'INSEE et de l'ONTD.
donc 74% en voiture, transport en commun 16%, la marche 6% et vélo 2%. Hop. Pourquoi le vélo reste si bas, ou alors vous allez me dire, le vélo, ça a peut-être changé. Depuis 2017, il y a eu le Covid et on a connu un boom du vélo. Alors certes, on a rapidement mis des pistes cyclables. On a constaté 2 à 2,5 fois plus de vélos qu'habituellement. Oui, mais quel mode utilisait-il avant le Covid? Est-ce qu'on a vraiment réduit les voitures? Et en fait, malheureusement, cette étude de l'UTP, l'Union des transports publics, nous montre que en fait, ce sont les utilisateurs des transports publics, les 30% à gauche qui ne les prennent plus du tout ou moins souvent, qui se sont reportés vers la marche, vers la voiture et vers le vélo, mais encore plus la voiture que le vélo. Et donc, ces nouveaux cyclistes, en fait, sont des gens qui ont fui les transports en commun de peur du Covid. Donc, on n'en est pas du tout au stade. Et donc, je pose la question, pourquoi n'arrive-t-on pas à remplacer massivement les voitures par le vélo encore? Et donc vient le sujet des distances. Et c'est la raison pour laquelle je rejoins le laboratoire des proximités. C'est que cette distance moyenne actuelle bloque tout. Vous voyez, les modes de transport dépendent vraiment de la distance. On peut faire à pied jusqu'à 2 km, c'est 20 minutes en gros. 1 km à pied, c'est 11-12 minutes en fonction de la vitesse. À trottinette, voilà, jusqu'à 4 km. À vélo, 6 km. Alors, pourquoi est-ce que je mets ces distances-là? C'est que, évidemment, si là, certains d'entre vous se disent non, moi, à vélo, je fais 40 bornes. Oui, mais enfin, là, on parle d'un trajet quotidien et le budget temps transport depuis des années est de 25 minutes. C'est le temps qu'on est prêt à mettre dans un trajet domicile-travail. Et donc, forcément, on peut faire moins de kilomètres en 25 minutes à vélo qu'en 25 minutes en voiture. Donc, 6 km à vélo, c'est une demi-heure. Et à vélo électrique, je n'avais pas de pictogramme pour vélo électrique, donc j'ai mis ça, on peut faire 10 km en une demi-heure. Donc voilà. Et ensuite, le covoiturage, pour le coup, n'intéresse que les gens qui ont des trajets au-delà de 25 km. Je crois que j'ai mis des chiffres juste après. Voilà. Donc, je suis une ancienne de Blablacar, je vous montre des chiffres. En gros, ça, ce sont les trajets réussis, où vraiment il y a eu un matching. Ce n'est pas les trajets postés, ni les trajets demandés, c'est ceux qui ont matché et donc qui correspondent à la réalité de ce qui est faisable. 71% des trajets effectués via Blablacar Daily sont supérieurs à 25 km. Et en dessous de 10 km, c'est que 5%. Donc, vous voyez, en gros, alors que la moyenne des trajets se situe à 14,5 km, en gros, le vélo, les modes doux, c'est pour les trajets vraiment inférieurs à la moyenne. Le covoiturage, c'est pour les trajets vraiment supérieurs à la moyenne. Mais pour tout le bloc du milieu, voilà, je l'ai fait ici. En gros, vous avez la marche, le vélo, s'il y a de la piste cyclable aussi, parce que ça, c'est un enjeu aussi. Ce n'est pas parce qu'on est à moins de 10 km qu'on peut vraiment venir à vélo. Et puis, le covoiturage, ça intéresse à partir de 25 km. Et donc, la masse n'a pas vraiment d'alternative à la voiture, sauf transport en commun en centre-ville. Mais on a vu qu'en France, seulement 16% des actifs ont un accès au transport en commun. Donc, les distances sont trop longues. On l'a déjà vu pour l'emploi, mais c'est pareil pour les études. Ça, ce sont des chiffres du Forum des vies mobiles. Donc, vous voyez, le trajet moyen pour les études, c'est 14 km aussi. Pour les courses, rendez-vous médicaux, rendez-vous administratifs, c'est environ 20 km en moyenne. Et donc, là aussi, quand on parle de recréer de la proximité, c'est clairement, il faut aller chercher des services pour pouvoir faire ses courses, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous administratifs plus proches de chez soi, ou grouper, créer des hubs, qu'on va au boulot, mais qu'au boulot, il y a tout. Qu'on puisse faire à la fois sport, loisirs, courses, rendez-vous médicaux, admin, enfin voilà. Les activités sociales et puis accompagnement, pour le coup, souvent des plus jeunes qui ne sont pas autonomes, ou des plus âgés d'ailleurs. Quelques cas concrets, puisque j'ai la chance du coup depuis un an d'analyser des vrais trajets domicile-travail d'entreprise. Donc évidemment, ce sera anonymisé. Mais je vous montre le cas d'un client Paris 15e où on voit qu'il n'y a que 6 salariés à distance de marche, 29 à moins de 6 km. Donc, si on les additionne, ça fait 20% des salariés à moins de 6 km et tous les autres sont bien au-delà. Pareil, en banlieue de Lyon, à nouveau, que 20% des salariés à moins de 6 km. Donc, c'est drôle parce que à chaque fois qu'en gros j'ai un nouveau client, je reconstate les chiffres de l'INSEE et la difficulté qu'on a à faire venir les gens à vélo. Ce n'est pas qu'une question de flemme, c'est que les gens sont vraiment trop loin. Et en plus, derrière, je crois que je ne les ai pas mis, mais il n'y a vraiment pas de piste cyclable. En gros, dans Paris, c'était bon, mais même là, banlieue de Lyon, ça devenait difficile. Et là, donc un client en zone rurale,
Là, on tombe à 16% de salariés à distance à moins d'une demi-heure de vélo. Et alors là, il y avait quasiment moins de 10% de pistes cyclables sur leur itinéraire. Très compliqué. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'il y a un énorme potentiel de rapprochement de domicile en France et ailleurs, j'imagine, mais pour l'instant, je le vois en France. Il y a chez nos clients multisites, on voit là, par exemple, 431 salariés qui ont un établissement plus proche de chez eux. Je vous montre quelques cartes anonymisées. En gros, vous voyez, chaque couleur, un établissement a une couleur et les petits points, ce sont ses salariés. Donc, dans un monde idéal, on aurait tout de la même couleur, tout regroupé, il n'y aurait pas de bazar de chevauchement de couleurs. Or, on voit que c'est le bazar, là aussi c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar, et c'est le bazar. Chez nos premiers clients multisites, ce sont 61% des salariés qui ont un établissement de leur propre employeur, désolé, il y a une petite erreur de S là, plus près de chez eux. Et donc, selon leur statut, si ce sont des salariés du siège éligibles au télétravail, ils pourraient donc peut-être se poser dans ces établissements, ces agences locales pour y faire du télétravail, du coworking. Soit, si ce sont des employés de terrain, ils pourraient carrément être mutés pour peu qu'il y ait ce job-là sur cette agence-là, mais à la limite, il pourrait être créé. Pourquoi est-ce qu'on a décrété que ce job-là devait être dans cet établissement-là, alors qu'en fait, il pourrait peut-être être sur un autre. Voilà, donc c'est quand même un chiffre énorme, je ne m'attendais pas à ça, ce qui est porteur d'espoir, puisqu'il y a donc des optimisations à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a 10 ans pour changer de paradigme entre un trajet moyen aujourd'hui, qui est donc de 15 km la distance, vous rappelez 14,7, et en voiture, puisque c'est le mode principal, à petit à petit aller vers un futur souhaitable, un tantinet utopiste, je vous l'accorde, de 1 km à pied, qui est la distance et le mode de trajet du coup idéal dans un monde qui doit se réinventer en termes d'énergie, puisqu'on va aussi, au-delà du climat il y a aussi de la problématique énergétique, bien sûr, puisqu'on annonce une pénurie de pétrole avant 2030, c'est une très sérieuse demandée par l'armée, l'Agence internationale de l'énergie et le Shift Project qui a coordonné tout ça. Donc, je vous invite à vous y intéresser, parce que 20% de pétrole en moins potentiellement autour de 2030, ça ne passera pas inaperçu. 90% des transports aujourd'hui reposent sur le pétrole. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette trajectoire? On a eu là un boom du télétravail, on a les zones à faible émission qui forcément nous incitent à recourir à des véhicules moins émissifs, mais est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est de changer tous les véhicules? Parce que ça aussi, ça émet en fait. Donc, peut-être si on réduit les distances, on n'aurait plus besoin de véhicules. Objectif national de 9% de cyclistes, risque de contraction de l'offre de pétrole, et puis risque de passer les plus 1 degré, 1,5 degré autour de 2030. Alors, la proximité, du coup, est-ce que ce ne serait pas le nouveau luxe? Ça, cette étude date d'avant le Covid, et c'est génial. Donc, pour améliorer leur qualité de vie, les Français sont prêts à changer d'emploi pour se rapprocher de leur domicile. C'était au milieu des Gilets jaunes, en fait. 69% des Français déclarent ça, sont d'accord, et 73% des Franciliens. Ils disent même moins, mais moi je trouve que les chiffres, ils auraient pu dire et aussi, les Français sont prêts à changer de domicile pour se rapprocher de leur emploi. C'est quand même 41% des Français et 50% des Franciliens. Donc, les employeurs, n'hésitez pas à aider aussi vos salariés à déménager plus proche, à faire du logement d'entreprise, 1% logement, etc., ou les aider avec les logements sociaux. Et ils sont prêts à baisser leur salaire pour se rapprocher de leur domicile. Parce qu'il faut bien avoir en tête que la pénibilité des trajets domicile-travail, c'est une réalité. Ce n'est pas un bonheur de faire tous ces kilomètres, en fait. Il y a des choses, des demandes, des injonctions pour réduire le CO2 qui font grincer des dents. Certains ne veulent pas arrêter de manger de la viande, et ça se comprend. Arrêter de voyager en avion, ça se comprend aussi. Faire moins de trajets domicile-travail, pas du bonheur en soi. Donc, voilà, cette étude le montre bien. Une autre étude qui vraiment dit quasiment la même chose, c'est juste pour montrer que c'est une réalité. J'accepterai une baisse de salaire de 5% pour pouvoir travailler à moins de 20 minutes de chez moi. C'est une étude IFOP. Et donc, on voit que c'est encore plus présent chez les moins de 35 ans. Alors, comment est-ce qu'on les réduit, ces fameuses distances? Et là, on va commencer à parler de projets que vous pouvez mener.
Un petit rappel de l'ordre de priorité d'un plan de mobilité urbain ou plan de mobilité employeur. D'abord, il faut réduire le besoin de mobilité à la source. Il ne faut pas mettre une solution toute faite de covoiturage vélo. Enfin, d'abord, peut-être apprendre à recruter à moins de 6 km en étant très connu en local, favoriser la pause déjeuner sur place, muter les salariés sur des établissements plus proches de chez eux et les aider au déménagement. Ensuite, on va venir réduire la fréquence. Une fois qu'on a réduit vraiment le besoin à la base, on va pouvoir passer à la fréquence, télétravail, tiers-lieu. Ensuite, on va essayer de réduire l'usage de la voiture, transport en commun, marche, vélo. Et ensuite, quand vraiment la voiture est le dernier recours, il n'y a pas d'alternative, eh bien, on peut faire la voiture autrement, covoiturage, éco-conduite, passage à l'électrique. Mais donc, revenons, et je vais détailler la réduction du besoin de mobilité à la source. Pourquoi est-ce qu'on est aussi loin? Pourquoi est-ce que maintenant on bosse à 40 bornes de chez soi? C'est aussi que depuis 21 ans, en gros, depuis les années 2000, on recrute et on cherche nos emplois par Internet et qu'on a complètement perdu le sens du bassin d'emploi, de la proximité. Et donc, ce bon sens-là, moi, je le redonne à mes clients, ils remettent des bannières parce qu'en fait, c'est important que tous les habitants, justement à moins de 6 km, soient au courant que vous ouvrez un poste. Avec Internet, vous allez avoir des gens à 40, 50 bornes qui vont être au courant de votre poste, alors que le travail n'a pas été fait d'informer les habitants en local, qui peut-être auraient été très, très contents d'avoir ce poste-là. On peut aussi utiliser les outils de géomarketing. Donc, il y a Waze à gauche, Facebook à droite, où on peut utiliser ces astuces du retail. Hein. C'est souvent les magasins qui utilisent ça pour faire venir des gens au plus proche, les habitants de leur zone de chalandise. Mais il faut que les RH se saisissent de ces outils-là pour réapprendre à se faire connaître en local et attirer des candidats au plus proche. Et je précise, si certains se disent « mais c'est interdit de faire de la discrimination à l'embauche, on ne peut pas refuser un candidat sous prétexte qu'il habite loin », vous avez raison, et ce n'est pas du tout ça que je propose. C'est l'inverse, c'est que si, en faisant une communication locale, vous avez 95% de candidats qui habitent à moins de 6 km, vous n'aurez pas besoin de faire de discrimination, vous aurez des candidats locaux. Et vous ferez des heureux. Et souvent, en plus, on m'a déjà répondu, oui, mais les gens ne peuvent pas se loger dans Paris parce que ça coûte très cher. On ne peut pas recruter n'importe quel poste au plus proche, ce n'est pas vrai. Alors effectivement, mais dans Paris, les gens, c'est l'inverse. Ils sont en transport en commun. Et donc, ce n'est pas là le plus gros souci. Alors, les trajets sont pénibles, hein, en RER, bien sûr, ils sont longs. Mais moi, tous les clients que j'accompagne sont dans des zones où, en fait, les loyers sont moins chers que là d'où viennent les salariés. Par exemple, j'ai des clients à Épernay. Les gens viennent de Reims, d'un peu loin, etc., alors que ce serait moins cher à Épernay. J'ai un client en Provence. Les gens viennent de Nîmes ou de Montpellier, alors que ce serait bien moins cher d'habiter dans les petites villes moyennes plus proches de mon client. Donc voilà, ce n'est pas une question de coût de loyer, c'est simplement faire connaître les emplois dans sa zone de recrutement à moins de 6 km. On peut aussi aider les habitants donc, à trouver un emploi au plus proche, les aider, leur mettre les outils. Donc là, à moins qu'il y ait des équipes dirigeantes de ces sites Internet-là de recrutement, je vous montre le problème. Imaginons que moi, je veuille trouver un emploi au plus proche de chez moi. Là, j'ai lancé, je cherche un poste de secrétaire à Paris, 20e, là où j'habitais avant. Donc déjà, par défaut, on me propose une recherche à 30 km. Et il faut faire l'effort de regarder, on peut sur Météo Job, on peut filtrer à 10 km. Il y a une carte, c'est le meilleur, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Et on ne peut pas trier par proximité. La carte, c'était une bonne idée, mais malheureusement, tous les postes qui sont à Paris sont avec une adresse Paris. Et donc, ils sont tous sur la carte à Hôtel de Ville. Donc, finalement, moi qui voulais chercher un poste où j'aurais pu y aller à pied ou à vélo dans Paris 20e, finalement, je ne trouve pas. Indeed, c'est pareil. On peut filtrer qu'à 5 km maximum, alors que c'est déjà long à vélo, voire même pas possible dans certains coins. Et si je veux chercher un job à pied, ben voilà, moi j'aurais aimé chercher à 1, 2, 3, 4 km. Et il n'y a pas de carte. Pareil, on peut faire que 5 km, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de tri par proximité. Pareil, 5 km, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de tri par proximité. Et pareil, il n'y a pas de carte, on ne peut pas trier. 5 km. Pareil. Et pareil. Donc en gros, il y a les questions de l'emploi. Mais
90% des gens sont en emploi. Il y a 10% de chômage et quelques. Donc, il faut qu'au fil du turnover, les gens puissent trouver proche, mais il faut aussi changer les emplois maintenant. On peut aussi, pour réduire le nombre de kilomètres et retrouver la proximité, éviter les trajets sur la pause méridienne. Ça pourrait paraître anecdotique, mais en fait, ce sont 28% des actifs français qui rentrent déjeuner chez eux parce qu'il n'y a pas d'offre de restauration sur leur emploi. Donc, c'est effectivement redonner vie aux petits commerces ou mettre ce genre de frigo sur place ou faire venir des food trucks. Mais vous imaginez bien que 28%, donc plus d'un quart des Français, ne font pas 10 trajets domicile-travail par semaine, mais 20. Donc, avec une action comme ça, ou simplement mettre des micro-ondes pour que les gens mangent leur reste dans l'entreprise plutôt que chez eux, eh bien, on coupe en deux l'impact des trajets domicile-travail, ce qui sera plus rapide et impactant que d'essayer de motiver 5 personnes à faire du vélo. Et on peut opérer des mobilités internes. En gros, là, on est sur le schéma, je vous ai dit, 60% ont un trajet ou un établissement plus proche de chez eux. Donc là, on est sur la situation de gauche. Et ce qu'on accompagne nous à faire, c'est de retrouver la proximité et d'arriver sur la vision après, où les gens auraient des trajets plus courts et du coup plus agréables et même faisables en mobilité douce. Je vous donne un petit exemple. Voilà, ça, c'était le premier salarié qu'on avait rapproché chez Point P. Il a gagné 10 km matin et soir, 3 300 € d'économie par an et 1,5 tonne de CO2 économisé par an parce qu'en plus, il va faire son nouveau trajet en bus en quelques minutes. Donc, 1,5 tonne d'économisé. Imaginez là, j'ai juste tapé lycée. Le personnel sur les lycées, les cantiniers, cantinières, personnel de ménage, psychologues, secrétariat, etc. Les profs, je n'y touche pas parce que c'est l'éducation nationale, faudrait, mais déjà, si on fait le personnel non enseignant, là-dessus, on ne travaille pas encore pour le lycée en Île-de-France, mais vous imaginez bien tous les trajets qu'on pourrait optimiser. Pareil pour les écoles. Et là, j'ai mis quelques exemples. Imaginez pareil pour Sodexo, tous les EHPAD groupe SOS, les boutiques Orange, les EHPAD Orpea, les pôles emploi, SNCF, les hôpitaux publics. Il y a quand même beaucoup de villes où il n'y a pas qu'un hôpital, où il pourrait y avoir, que ce soit les postes de secrétariat ou d'aides-soignants ou d'infirmiers, infirmières, brancardiers, etc. Certes, des chirurgiens ont des spécificités et vont rester sur un hôpital particulier, mais il y a plein d'autres personnes qui pourraient agréablement être mutées au plus proche. On peut aussi permettre aux salariés de coworker sur un site plus près de chez eux. Donc là, je redétaille. Donc, imaginez donc, tous les points verts, ce sont les salariés du siège. Et tous les autres établissements, ce sont des plus petites agences locales où il y a beaucoup moins de place, bien sûr, mais où il y a quand même de la place. Et bien, on a fait le calcul pour ce client. On a identifié 5 agences qui pourraient devenir des espaces de coworking interne avec des espaces de travail supplémentaires. Là, on a chiffré le nombre de salariés du siège qui pourraient éviter plus de 10 km. Donc, on a mis ça comme seuil pour vraiment que ça vaille le coup, parce que que quelqu'un vienne pour économiser 1 km, voilà, on s'est dit qui pourrait éviter 10 km en voiture. Et on a regardé combien ça pourrait économiser de kilomètres par jour par agence. Et donc, au total, on pourrait économiser avec ce mode de travail nouveau 4000 km en voiture, matin et soir, pour chaque jour coworké en agence. C'est énorme. Mais il y a aussi d'autres modalités que moi, je ne gère pas par le biais des mobilités, mais qu'on souffle aussi aux employeurs, c'est d'aider les salariés à déménager autour de l'entreprise. Vous vous rappelez le chiffre, c'était environ 50% des salariés qui étaient prêts à déménager pour se rapprocher de leur emploi. Donc, pourquoi pas les aider? Éventuellement, même au-delà de les aider à déménager avec une prime de déménagement, pourquoi pas les aider à payer leur loyer plus proche, parce que l'entreprise, mine de rien, la mobilité, ça lui coûte. La place de parking, ça coûte environ 1 000 € par an. Et les voitures de fonction, ça coûte 500 € par mois. Donc, imaginez cet argent réinjecté dans de l'aide au loyer juste à proximité. Donc, de l'argent, il y en a. C'est juste qu'on l'a mis dans les voitures qui polluent, alors qu'on pourrait shifter un peu la pensée. Et puis, évidemment, repenser l'urbanisme avec une mixité des activités pour construire la ville du quart d'heure. Mais ça, Laurent et Julie en ont déjà parlé. Effectivement, qu'on ait un petit peu de partout tous ces besoins qu'on a listés tout à l'heure, de courses, de médecine, de services, de sport, de loisirs, etc., qu'on puisse effectivement tout trouver ou regrouper, profiter d'un trajet pour pouvoir faire tout le reste.
voilà, pour réduire tout simplement le besoin de mobilité. Et donc, avec tout ça, faisons des heureux et moins de CO2. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, on a quelques questions, des réactions. Monsieur Siat nous dit aussi que les services publics, il y a le déploiement du dispositif France Service sur 2200 cantons, donc il rapproche les services. Ça, c'est pas mal. On a Monsieur Hatchepi qui nous demande s'il faut déménager pour se rapprocher de son travail, pourquoi pas, néanmoins, quid de la stabilité de l'emploi? Oui, c'est vrai. On s'est habitué aussi alors qu'avant on faisait carrière, là, à faire des jump d'un job à l'autre. Peut-être aussi parce que c'était à cause des distances et qu'on veut se rapprocher. Et puis la vie fait qu'on n'est plus. Ça, je ne suis pas spécialiste de pourquoi on s'est mis à faire des petits sauts de puce comme ça tous les 3 ans. Mais oui, c'est sûr que quelqu'un va se rapprocher s'il sent qu'il veut faire carrière dans cette entreprise-là. Parfait. Il y a une autre question de Monsieur Hatchepi. La proximité du travail, c'est bien, mais est-ce que cela ne va pas provoquer un cloisonnement des territoires? Ben, justement, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que là, moi, ce que j'observe chez mes clients, c'est qu'ils sont en dehors des villes et les gens viennent des villes en fait. Ils pourraient au contraire faire revivre des villages un peu abandonnés dont parlait Laurent, refaire vivre les commerces de proximité, au contraire. Et du côté Julie, Laurent, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, la proximité, est-ce que ça va cloisonner les territoires? Moi, je pense qu'il y a une autre dimension aussi qu'on étudie beaucoup avec les acteurs en prospective à 2030. Laure parlait de cet horizon de 2030. Il y a aussi la transformation de l'entreprise en elle-même. C'est-à-dire, bon, quand on pense une petite entreprise, effectivement, elle va se situer sur un territoire. Donc, l'idée, peut-être, c'est de revaloriser aussi ce territoire si justement l'entreprise n'est pas située en grande ville. Mais quand on pense plus grande entreprise, se pose aussi la question de son organisation et de son réseau. C'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises, quand elles réfléchissent, ces grosses entreprises, à comment elles vont devenir, à quoi elles vont ressembler dans le futur, ben, elles ont bien conscience qu'elles ne vont pas pouvoir continuer à générer des déplacements comme ça, qu'à un moment donné, il va falloir changer de modèle. Et donc, elles se mettent à réfléchir justement à être des entreprises en réseau. Moi, j'aime bien dire en archipel, par exemple. Et donc, à avoir des points de chute justement dans différents territoires. Et donc, si on est dans cette logique-là, l'entreprise, elle garde finalement sa taille, mais elle augmente sa capacité de résilience à l'échelle de chaque territoire. Et donc, on peut repenser ces proximités voilà, sur chaque localisation, en fait. Donc ça, c'est un mouvement important qui va se passer et qui fait aussi partie de l'histoire. Je veux bien réagir aussi Allez-y. par rapport finalement au paradoxe. Et tout à l'heure a été évoquée la question du luxe de la proximité. Et j'ai souvent des échanges avec des gens qui me disent aussi le luxe de se déplacer à pied ou à vélo. Et là, je voudrais juste rappeler qu'on a totalement inversé les choses. Et ça, on peut s'en rendre compte assez rapidement. C'est vous coupez l'approvisionnement en pétrole. Le luxe, c'est de se déplacer vite et d'utiliser du pétrole. Marcher et faire du vélo, si on remonte ne serait-ce que dans les années 60, si on prend cet exemple-là, puisque c'est un chiffre qui a été évoqué plusieurs fois, bah à l'époque, les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas de voiture. C'est une richesse énorme de posséder un véhicule. C'est une richesse énorme et donc un luxe, à mon sens, de pouvoir habiter un territoire, travailler dans un autre qui est ultra loin et puis aller partir en vacances dans un autre qui est encore beaucoup plus loin. C'est ça le luxe. La vérité, si on parle d'inclusion, d'exclusion sociale, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas accès parce qu'ils sont loin, parce qu'ils n'ont pas de voiture, parce qu'ils ne peuvent pas se payer le prix du carburant. Et donc, toute cette politique qui a été menée de concentrer un peu les services à un endroit en disant, allez, on va fermer des petits hôpitaux parce qu'ils ne sont pas rentables, on va faire un méga hôpital et il sera dans la grande ville, eh ben, il y a tout un tas de gens qui ont été exclus de la proximité à l'hôpital et qui donc ils vont galérer à chaque fois qu'il faudra qu'ils accèdent aux soins. Et c'est la même chose pour de nombreux autres services. Ça peut être les petites bibliothèques qui ont été fermées pour faire une grande médiathèque. Et ça, enfin voilà, le petit commerce de proximité qui est fermé pour faire un grand hyper, à l'arrivée, effectivement, peut-être que les prix sont moins chers, que si tout le monde a une voiture, tout le monde peut y aller.
mais la vérité pour moi du luxe, elle est dans l'autre sens et il ne faudrait pas oublier cette inversion. Et d'ailleurs, je perds un peu le fil de mon idée là. Et la question de la distance, oui, ça me revient. C'est ne serait-ce que la définition d'un job acceptable au sens de Pôle emploi. Vous avez une distance et donc on va vous dire, voilà, une offre à moins de, alors je ne sais plus si c'est 30 ou 50 kilomètres, est une offre acceptable au sens de Pôle emploi. Et donc, si vous en refusez 3, vous n'êtes plus indemnisable. Ben, ça suppose qu'on considère que quelqu'un de normal peut faire 30 bornes tous les jours pour aller travailler et il est ainsi. Et donc, c'est acté. Après, c'est pas parce que les conventions sont désormais comme ça qu'il n'y a pas un fond de bon sens qui reste. Et le bon sens dit plutôt, bah, si on veut que les gens utilisent moins la voiture, il faut leur permettre d'accéder au plus près de chez eux à tout un tas de services, au mieux à l'emploi. Donc, il faut les aider à se rapprocher de leur lieu d'emploi, à ramener de l'emploi dans leur territoire, à ramener des services. Et pour moi, c'est vraiment une dynamique. On l'a fait dans l'autre sens. Ça fait 50 ans qu'on s'étale. Ça fait 70 ans qu'on distribue les voitures. Enfin, on ne les distribue pas, hein, mais chacun s'équipe. Et ça a été un effort. Et ça a consommé beaucoup d'énergie. Et donc aujourd'hui, il y a un effort à faire dans l'autre sens. Sauf que l'avantage de cet effort dans l'autre sens, c'est qu'il permet des économies d'énergie. Et donc, quand on rapproche quelqu'un, on supprime des kilomètres qui se font tous les jours, des émissions qui se font tous les jours pendant des années. Donc nous, c'est ça qu'on propose ici. J'étais un peu long, excusez-moi. Non, non, très bien. Donc là, on a dit quoi? C'était 52% des adultes travaillent. Donc on a 48% des adultes qui ne travaillent pas, si j'ai bien retenu les bons chiffres. Donc pour eux, comment on peut réduire? Quels sont les trajets qu'on peut réduire? Et surtout, quel est le rôle des collectivités territoriales, si vous avez des leviers qu'elles pourraient activer pour réduire les trajets des non-actifs et des actifs aussi d'ailleurs. Là, avec Laure, on a vu que les entreprises avaient quand même un rôle, elles, à jouer par rapport à leurs employés. Et côté collectivité, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place? Laure, tu voulais parler? Je vois que tu as plus ton micro. Non. Vas-y. Je pense qu'il y a deux leviers. Il y a quand même un quelque chose pour les non-actifs, mais qui pourraient travailler, qui est en lien quand même avec ce que présentait Laure, parce que ça peut leur donner accès à, d'avoir voilà, cette proximité aussi des entreprises, et puis une organisation pour les 26% des métiers qui peuvent du télétravail. Donc, il y a ces réflexions-là. Pour ceux qui, effectivement, ne sont pas dans des situations de besoin de travail, là, la question qui se pose, c'est surtout de comment on va aller vers eux. Parce qu'il y a quand même un nombre important de personnes, je vous disais 20%, qui ont des difficultés de mobilité. Donc, c'est plutôt plus que de dire comment on réduit leurs déplacements, déjà, c'est comment on leur permet d'accéder à un certain nombre de services. Et je pense que l'enjeu principal, il est déjà là, quoi. Il est déjà de travailler sur ces personnes-là. Et ensuite, il va y avoir effectivement un certain pourcentage de personnes qui, elles, se déplacent au quotidien pour des activités du coup qui ne sont pas professionnelles. Et on a vu que notamment le motif santé était assez important quand même. Les études Keolis le montrent à l'échelle de territoire, c'est vraiment 30% qui, la semaine précédente, ont fait un déplacement pour un motif lié à la santé. C'est quand même assez important, je trouve, c'est un chiffre clé. Et donc, la question effectivement de comment on organise tout ce système de santé sur les territoires, elle est essentielle, par exemple. Après, il y a aussi la question de la multifonctionnalité qui se pose, parce qu'effectivement, quand on va aller au rendez-vous médical, on va aussi en profiter pour faire d'autres choses là où on se trouve. Et donc, c'est vraiment... si on arrive à combiner tout ça, et je pense que c'est un des enjeux aussi du laboratoire des proximités, c'est de combiner tous ces différents motifs, justement parce qu'on sait que s'il y a un seul motif qui se fait en dehors, ça peut modifier toute la structure de déplacement des personnes, quoi. Et donc, c'est vraiment cette complémentarité entre tous les services et toutes les aménités qui va jouer. C'est la clé, en fait, pour que ça fonctionne. Non, je suis complètement d'accord. Enfin, les trajets se font en circuit souvent. Donc, on choisit où on fait ses courses en fonction de là où on bosse, on choisit ses loisirs. Enfin, voilà,
quand il faut voir ça comme des curseurs. Si on réduit un curseur, mais pas les autres, bon, ben, on ne va pas gagner sur toute la ligne, quoi. Donc, effectivement, il faut repenser un petit peu tout. Et en logique de hub, effectivement, il y a des trajets que de toute manière, on va devoir faire, même si quand on y réfléchit, il y a de plus en plus de télémédecine, mais tous les rendez-vous ne peuvent pas être en télémédecine. À un moment donné, il faut quand même mettre un stéthoscope sur les poumons. Enfin, voilà. Mais on peut aussi se faire livrer les courses, il y a la télémédecine. On peut quand même faire plein de choses maintenant plus proches. D'ailleurs, je lance ça, mais je sais que la Poste veut réfléchir à comment les facteurs et la Poste peut, comme ils vont chez tous les Français tous les jours, comment est-ce qu'ils peuvent recréer de la proximité et éviter des trajets en livrant des choses, en apportant sur place pour éviter des trajets. Donc oui, les employeurs, les collectivités, les commerces peuvent être acteurs de cette recréation de proximité. Ok, et autre question, on a une webconférence dans pas longtemps avec le CEREMA qui parle de ludifier la ville. L'idée, du coup, c'est de rendre les espaces publics plus sympas. Est-ce que ça vous semble aussi un bon levier pour recréer des proximités? Alors, si je reprends les chiffres, si on s'occupe des urbains, qui sont déjà ceux qui sont en transport en commun et qui peuvent plus facilement passer à la marche et au vélo, oui, c'est sûr que pour cette petite part de gens qui sont... oui, ça pourrait leur permettre de venir à pied et à vélo. Mais il ne faut pas que ce genre de projet masque le vrai gros projet qui sont les 74% d'actifs en voiture, en périurbain et en zone peu dense, parce que c'est là qu'on va aller chercher des gains carbone. Ce n'est pas en mettant des trucs ludiques pour les gens qui étaient en métro et qui vont pouvoir faire de la trottinette et de la marche sympa dans des trucs ludiques dans Paris. Enfin, ce sera très bien, mais il y a peut-être d'autres projets. Pardon, Julie, vous vouliez... Oui, je voulais juste préciser, c'est une question de passage à l'échelle, effectivement. Donc, pour ceux qui sont déjà dans l'espace public, parfait. Et pour ceux qui ont déjà cette capacité de le faire, c'est parfait. Ça va donner envie. Ça fait partie des clés, des nudges en tout cas. On peut utiliser effectivement une forme de design et d'aménagement qui va donner envie d'eux, qui va sécuriser, ça fait partie du jeu. Et puis, c'est aussi important pour permettre la cohabitation des différents rythmes, parce que même si on pense que hors voiture, entre une personne âgée qui marche lentement, des enfants qui courent, le vélo électrique, etc., il y a aussi ça à penser dans l'espace public, c'est-à-dire que si on arrive effectivement à augmenter les pratiques, derrière, comment on gère ça, cette diversité des rythmes dans l'espace. Donc, tout ça, la ludification, elle peut y contribuer, en fait, par des petits... Finalement, c'est ce qu'on appelle les nudges, c'est des coups de pouce en anglais. On utilise le nudge, on utilise le design et l'aménagement pour amener les gens à faire des choses sans qu'ils en aient conscience, quoi. C'est pas on leur donne un ordre, passez par ici parce que vous êtes à vélo, mais on les incite à y aller parce que l'aménagement et l'environnement est propice à passer par là naturellement, en fait. J'ai quelques slides pour ça, je vais pouvoir illustrer. Je l'ai rajouté. Laurent, quelque chose à ajouter ou... le micro est coupé. Ouais, j'avais coupé mon micro. J'étais un peu dans le chat, là, à regarder un peu ce que pouvaient être les questions. Et c'est vrai qu'il y a des réactions sur la télémédecine. Mais oui, l'idée, si on devait la résumer simplement, c'est d'amener des services. Et effectivement, il y a des territoires où on se dit on ne va pas construire un hôpital dans une zone perdue. Donc, il y a la télémédecine, peut-être, pour apporter des choses. On peut aussi imaginer un peu une infirmerie, je ne sais pas, qui serait tournante, couvrirait une demi-journée par semaine et sur plusieurs communes et on tourne. On peut imaginer aussi des services où finalement on aide les personnes à se déplacer pour se rendre à l'hôpital, en covoiturage, en se disant on va programmer tout ça pour que optimiser vraiment le remplissage des véhicules et les kilomètres parcourus pour que chacun n'y aille pas avec son véhicule. Donc il y a plein de pistes et ça c'est que la médecine et il y a tout le reste. Et pour moi le sujet global c'est vraiment la question de la convivialité quelque part
Tout à l'heure, on parlait de ludifier les espaces publics. Et effectivement, les réponses qui ont été faites me conviennent. L'idée derrière, c'est de se dire, il y a des espaces où il faut ludifier l'espace public parce que il y a beaucoup de monde et ils se marchent dessus, c'est pas possible. Et il y a d'autres espaces où en fait, il manque juste des gens. Euh, voilà, le cadre est agréable, voilà, mais on est sur des horaires de bureau, tout le monde est parti travailler à la grande ville. Les derniers commerces ne drainent pas vraiment du monde. Donc en fait, on est là, il ne se passe rien. Et pourtant, l'espace est très bien. Donc il y a des endroits où le problème n'est pas aménager l'espace, c'est juste de créer de la vie. Et donc c'est pour ça l'exemple tout à l'heure de la photo des gilets jaunes qui font un barbecue sur le parc, sur le rond-point. Derrière, c'est ça, vous pouvez avoir un espace qui, a priori, est inadapté. Vous mettez des gens et en 5 minutes, ils vous en font un truc sympa. Donc, je pense qu'on est sur deux problématiques différentes dans des villes où on se marche dessus et où là, il y a sûrement des problèmes d'aménagement, et d'autres territoires où en fait, c'est juste qu'il manque des gens et donc, faut relancer cette dynamique de convivialité et de donner une raison aux gens d'être là. Et ça passe par se déplacer à pied et en vélo. Et parce que voilà, quand on prend sa voiture et qu'on part à 40 km, on n'est pas là de la journée. J'en profite juste pour illustrer les nudges dont Julie a parlé. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bon, j'ai toute une presse, hein. J'avais fait tout un webinaire sur les nudges et les transports. Mais donc, dans les transports publics, typiquement, le côté ludique, vous voyez en haut, cette gare était vraiment pas très attractive, on va dire, parce qu'il y avait des coins un peu obscurs qui étaient devenus des coins pipi. Et ils ont mis comme ça des ballons qui rejettent l'urine. Et donc, avec des trucs comme ça, c'est devenu plus sympa, ça sent meilleur. Et à l'extérieur de la gare aussi, c'était pas top, ça faisait un coin un peu abandonné, pareil, c'était un coin pipi. Et là, maintenant, ça devient un truc un peu ludique, les enfants jouent, il y a des regards, il y a des visuels comme ça à hauteur de bassin, on va dire. Et du coup, bon, après, la vraie solution, c'est qu'il faut des toilettes publiques, hein, mais en tout cas, les abords de la gare sont devenus bien plus agréables et effectivement, des personnes qui prenaient peut-être la voiture parce que c'était horrible d'aller à la gare vont peut-être plus prendre les transports en commun. L'origine du nudge, ça, parce que l'exemple phare du nudge qu'on connaît, c'est la mouche dans les urinoirs à l'aéroport d'Amsterdam, qui en fait amenait les hommes à viser, et ils ont fait des économies de nettoyage énormes quoi, à l'échelle d'un aéroport, juste en mettant une petite mouche au fond de l'urinoir. Voilà, c'est là. Une petite mouche. 80% de nettoyage en moins. Voilà. Ouais, moche. Donc, les nudges lèvent les freins apparemment et aident à changer les comportements. On a une question de Madame Cointre qui nous demande: l'idée de hub est à retenir sur les territoires avec le modèle de tiers-lieu, mais comment le mettre en place sur un territoire? Moi, je suis plus entreprise que territoire. Julie, Laurent, si vous... Moi, je veux bien réagir là-dessus parce que finalement, ouais, on parle de hub, on parle d'espace de coworking, tout ça est très fun et dans l'époque. Mais finalement, si on remonte un peu dans des temps pas si immémoriaux que ça, c'est un lieu de convivialité en fait. C'est un espace ouvert où les gens peuvent s'asseoir, il y a une table, il y a une chaise. Bon, aujourd'hui, il vaut mieux qu'il y ait du Wi-Fi et voilà. Mais en fait, ça s'appelle un bar. Et donc, finalement, on peut, effectivement, si on atteint une taille critique, si on est sur un territoire où il y a beaucoup de gens qui sont des travailleurs tertiaires, qui ont besoin d'un bureau, etc., on va peut-être pouvoir construire un lieu dédié spécialement à ce type d'activité, à ces tertiaires. Mais si on est dans un petit territoire avec pas beaucoup d'habitants, déjà, le lieu un peu multifonction, c'est quand même le café de la place en face de la mairie et de l'église. Et là, on voit que effectivement, il y a ce besoin et qui existe d'ailleurs pour les professions tertiaires qui se sont développées dernièrement, mais qui sont aussi le besoin du démarcheur prospect commercial
qui débarque dans la ville et puis il traite des dossiers papier et donc il va aller au café et puis ça lui permettra de discuter avec le propriétaire pour savoir s'il n'y a pas des biens à vendre dans la commune, etc. Donc, finalement, on a besoin de créer des dispositifs dans certaines situations. Dans d'autres situations, déjà, assurons le fonctionnement de base et il sera assez facile de venir se greffer dessus des pratiques de coworking jusqu'au stade où il n'y a plus de place pour s'asseoir et le Wi-Fi sature. Et là, on se dit, bon, il faut peut-être passer à l'échelle supérieure. Mais finalement, le pied dans la porte est souvent quelque chose de très simple à mettre en œuvre. En fait, ce n'est pas des méga dispositifs qu'on imagine. Après, pour travailler un peu sur le sujet, je suis totalement d'accord sur le socle de base. Déjà, il faut mettre les priorités au bon endroit. Ensuite, quand je vois des territoires qui travaillent justement sur le développement de tiers-lieux en milieu rural, par exemple, ou dans des milieux peu denses, on est vraiment sur une phase diagnostique qui est très importante, un peu comme ce qui est proposé là dans le laboratoire des proximités, pour comprendre qui sont les acteurs qui pourraient être intéressés, quels sont leurs besoins. Donc, par exemple, si vous êtes sur un territoire un peu touristique, et ben, le tiers-lieu, il peut avoir une coloration de tourisme pour proposer des choses, des offres même de formation, d'accompagnement aux acteurs du tourisme pour les amener à créer aussi une dynamique collective sur le territoire, etc. Donc, c'est souvent des angles qui sont choisis en fonction des acteurs économiques. Pourquoi ? Parce que quand on est dans la création d'un tiers-lieu, eh ben, se pose très vite la question du modèle économique, en fait. Et donc, souvent, on va aller vers ce type de solution pour réussir un peu à retomber sur nos pattes au niveau du modèle économique, quoi. Donc, ça peut se faire, mais c'est un travail un peu d'équilibriste, clairement. Et vraiment, je pense que le diagnostic de base est primordial pour ne pas créer quelque chose qui, 2 ans après, ferme parce qu'en fait, il n'y a pas d'usage. Moi qui bosse du coup sur les trajets domicile-travail, le coworking étant du coup une modalité du travail dont on parle beaucoup en ce moment. Moi, j'ai 18 clients, aucune entreprise veut le mettre en place. Ou alors en interne, justement, pour que ça ne soit pas des coûts en plus, mais qu'au contraire, ça puisse, que les salariés du siège puissent aller sur les agences locales, que ça génère de la communication interne, que ce soit aussi, et c'est toujours une question, que le service informatique valide, que ce soit bien le même Wi-Fi pour la sécurité, etc. Et par ailleurs, si on revient aux distances, et aux cibles, qui est intéressé par le coworking ? La cible du coworking, ce sont les salariés éligibles au télétravail. Donc, vous vous rappelez, c'est déjà que 26% de la population. Et donc, c'est ceux qui sont éligibles au télétravail et qui n'ont pas envie de télétravailler de chez eux. Et donc, parmi ceux qui sont éligibles au télétravail et qui n'ont pas envie de télétravailler de chez eux, qui n'aiment pas trop ça, d'être tout seul, eh bien, soit ils habitent proches et ils vont donc aller au bureau, tant pis, je suis éligible au télétravail, mais je vais quand même au bureau. Et parmi ceux-là, éligible au télétravail et je n'ai pas envie, et je suis trop loin, donc je n'ai pas envie d'aller au bureau, donc il me faut effectivement ce tiers-lieu. Mais il se trouve que plus on s'éloigne, plus les gens sont loin, et pourraient être dans cette catégorie de oui, télétravail, mais pas chez soi. Mais en fait, donc ça, souvent, ce qu'on voit, c'est que ceux qui n'aiment pas télétravailler de chez eux, c'est que du coup, ils sont mal équipés ou un petit appartement et que du coup, travailler dans le studio, de la chambre qui fait, multifonction, c'est pas top. Mais les gens qui ont acheté en gros une grosse maison plus loin, qui ont une chambre d'amis, etc., ils ont des super conditions de télétravail, en fait. Oui, ou sortir de chez soi, je le conçois, mais est-ce que l'entreprise doit payer, c'est quand même un budget pour les entreprises, hein, là je vois, il faut rentrer dans un trou de souris quand même pour faire de la mobilité durable en entreprise. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait un marché énorme des gens qui soient à la fois éligibles au télétravail, qui n'aient pas envie de télétravailler de chez soi et qui n'aient pas les bonnes conditions pour le faire et qui soient trop loin. Ce n'est pas un cas d'usage hyper fréquent, quoi. Et en plus, l'entreprise va être plutôt partante pour faire télétravailler, coworker leurs salariés un peu lointains vers des agences locales plutôt que d'aller payer un truc externe où les gens vont se retrouver avec d'autres gens, d'autres entreprises. Le Wi-Fi, ils ne sont pas sûrs, il y a toujours des notions de sécurité. Donc voilà, pour l'instant, moi, 18 clients en province, je ne vois pas le cas d'usage. Il y a… juste parce qu'il y a quand même de l'usage, mais ce que je vois, c'est plutôt pour les indépendants, les consultants, les entrepreneurs qui n'ont pas encore de bureau, pas d'équipe, des gens peut-être dans le tourisme, des auto-entrepreneurs. Mais le côté salarié, je ne le vois pas. C'est justement là où j'allais.
En fait, je donne des cours d'études de marché et de la demande à l'école Schema à Sophia Antipolis. Et les étudiants, ils ont des vrais projets sur lesquels ils travaillent. Et notamment, un des projets que je trouve très intéressant et qui s'inscrit totalement là-dedans, c'est de créer un réseau, en fait, où les indépendants, ils vont pouvoir aller les uns chez les autres. Et notamment en milieu rural, ça peut vraiment avoir un impact intéressant. D'ailleurs, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais les mettre en lien avec le laboratoire des proximités, c'est sans doute quelque chose de très intelligent à faire. Alors, je compile des réponses. Monsieur Siat nous dit un café, un tiers-lieu est un lieu de rencontre et d'échange et d'informations. On peut faire connaître des services publics et privés, amenities, services, covoiturage solidaire. Ce qui me fait penser à une ancienne webconf qu'on a fait avec Écosystème, qui avait un covoiturage basé sur une monnaie locale où du coup la monnaie pouvait être utilisée dans les commerces de la ville, et la ville avait aussi mis à disposition une salle de la mairie pour faire du télétravail. C'était une petite commune de 740 habitants, donc on n'était pas sur un truc hyper massif, mais ils avaient mis ça en place pour pouvoir permettre le télétravail. Il y a aussi tous nos amis de Village Vivant, comptoir de campagne, qui travaillent sur ces thématiques-là. France Tiers-Lieu, bien entendu, être précieuse pour les collectivités si vous en avez besoin. Et autre chose qui peut être assez intéressant si on veut créer des hubs, voilà, c'est les SKIC. C'est une forme assez intéressante d'entreprise qui permet à la collectivité d'être vraiment partie prenante et qui permet du coup de réunir les usagers, l'entreprise, les employés et la collectivité autour d'un projet pour un business model normalement durable. Ça peut être des choses intéressantes à utiliser si vous voulez développer des lieux de proximité sur vos territoires. Je pensais aussi au guichet unique, en fait. Là, moi, j'ai quitté Paris après 15 ans et je suis depuis plus d'un an en Saône-et-Loire, vraiment dans un lieu-dit à 10 minutes de Cluny. Et pour le coup, la télémédecine, pour le coup, ça marche. Enfin, on a quelques généralistes à Cluny et en fait, quand on a un problème particulier, ils font une vidéo ou des photos et ils envoient aux spécialistes à Mâcon ou à Dijon. Ils attendent une réponse, ils nous disent et on a directement un rendez-vous. Ça évite d'aller à Dijon rien que pour la première consultation, quoi. Donc, ça peut marcher et peut-être la Poste aussi pourrait imaginer ces cabines de télémédecine où on se met le stéthoscope, machin, etc. Et puis, il y aurait une personne qui aide. Enfin, ça peut quand même si là, on se dit, ben non, c'est pas possible. En fait, j'ai vu un petit message, c'est pas adapté aux personnes âgées. Ça pourrait, avec une personne qui aide sur la cabine de télémédecine. Mais ouais, le côté guichet unique aussi, pour le côté administratif, pour éviter d'aller à la préfecture super loin, qui est dans chaque mairie, en fait, ou même encore, on revient encore à la poste. Mais voilà, est-ce que ce sont les commerces, les mairies, les postes ou les entreprises qui permettent d'avoir tous ces guichets uniques? Mais effectivement, de prendre point par point les motifs de déplacement et de se dire, je vais proposer ce service-là dans ma petite commune pour éviter que les gens aillent super loin pour ce besoin-là. Effectivement, sur ça, il y a France Service. Je vais mettre le lien à tout le monde dans la discussion. Julie, vous levez la main ou c'est que vous ne l'aviez pas baissée? La main d'avant. La main d'avant. Super. Merci à tous. Alors, je fais le tour entre Vimeo, les discussions, les questions, de même sur Zoom. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Il est midi et quart, il est l'heure d'aller manger. Est-ce que vous avez envie de conclure sur quelque chose? Le laboratoire des proximités, comment on peut le rejoindre si on a des projets? Comment, si on est une collectivité, on peut se rapprocher de vous si on veut être un territoire test? Du coup, j'ai vu, c'était écrit dans les échanges, là, on transmet les documents. La dernière slide du document, vous trouverez les réponses à ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'effectivement, l'idée, c'est bien de se dire, on a une idée, maintenant, il nous faut des territoires candidats et il faut mettre ça sur place, sur le terrain. Comme on le disait, là, on est dans les intentions, etc. On a une connaissance du sujet. Mais finalement, c'est pour chaque territoire qu'il faut faire un peu du sur-mesure. Donc là, on a envie d'y aller. Donc si vous aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc on a vu de quoi faire un bon diagnostic et plein de solutions qui apparaissent
au fil des échanges. Une dernière question, je suis obligée de la prendre, c'est une des grandes classiques. Et pour le financement, vous le voyez comment? Eh ben, on le voit justement avec des dispositifs qui existent aujourd'hui d'aide, donc je suppose demande de subvention. Et donc là-dessus, on veut se rapprocher des territoires candidats pour à la fois les aider dans leur démarche et donc monter des dossiers. Et puis, derrière, on a quand même l'idée que le service fonctionne, y compris avec ce que les usagers dépensent, donc il y a un modèle économique, un équilibre qui soit trouvé, mais bon, on est dans l'expérimentation, donc on n'est pas dans l'idée de quelque chose qui va gagner de l'argent, hein, en tout cas pas dans un premier temps. Il y a bien cette question de monter des dossiers de subventionnement avec des collectivités, et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette en contact assez rapidement. Et en relation. Collectivité, mais aussi auprès de fondations ou d'appels d'offres de recherche expérimentale. Voilà, dire également ces dimensions-là, si j'ai bien compris. Oui, tu as bien compris. Et clairement, l'idée, en tout cas pour les premiers essais, c'est vraiment quelque chose d'expérimental qu'on veut mettre à l'épreuve. Donc, c'est clair qu'il y a une partie subventionnement qui peut arriver du côté de la recherche ou du côté des fondations. Et donc, de valider un peu toutes ces hypothèses qu'on a mis sur la table aujourd'hui, et donc de faire la preuve que ça fonctionne pour ensuite pouvoir aller développer les choses un peu en série et puis forcément autant sur mesure qu'au départ. Mais en tout cas, nous, on veut faire la démonstration que ça fonctionne parce qu'on en est convaincu. En fait. Et moi, de manière très pratico-pratique, pour faire des rapprochements de domicile, donc que ce soit, si vous êtes une collectivité, que ce soit ville, agglo, département, région, ou un employeur privé, on peut vous faire un diagnostic pour vous montrer le potentiel. Et ensuite, c'est un logiciel. Et en fait, il y a plutôt du retour sur investissement parce qu'en fait, chaque personne qui va être mutée plus proche, derrière, ce sont des personnes qui sont du coup moins absentes, bien mieux dans leur vie quotidienne, ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Et du coup, toutes les études prouvent que plus le trajet est court, plus les personnes sont productives. Et ça, les entreprises, elles aiment la productivité. Donc du coup, et en plus, ça fait des économies de parking, des économies de voitures de fonction, des économies d'indemnité kilométrique voiture. Donc, en fait, c'est complètement rentable de recréer de la proximité au sein d'une entreprise. Donc, n'hésitez pas. J'ai mis mon LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, là. Et je vous mets aussi le site d'un kilomètre à pied. Et si certains veulent une démo du logiciel, vous allez sur le site, il y a marqué qu'allons une démo. Enfin, voilà, on vous fera une petite démo de la plateforme. Ce qui peut être aussi intéressant pour les collectivités en tant qu'employeurs. Oui, les collectivités peuvent aussi se positionner en tant que prescripteurs pour les employeurs ou sur une zone d'activité, de faire le plan de mobilité de leurs entreprises du territoire. Ou eux en tant qu'administration. Je pense aux départements qui ont plein d'agents sur lesquels ils peuvent les aider. Merci beaucoup pour toutes vos interventions, le temps que vous avez passé à les préparer. Merci aux participants de s'être connectés pour le live. Tout sera disponible sur France Mobilité et sur Idealco, le replay, les présentations, les contacts. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. Bon appétit, à bientôt. Merci.